Michel Onfray, bonsoir. Vous avez survécu à un infarctus, 2 AVC et 1 an d'Emmanuel Macron. Et vous êtes toujours là. Oui. 1 an de Macron, c'est le pire quand même. Ouais. C'est pire qu'un infarctus et 2 AVC. Alors Michel, vous racontez votre 2e AVC dans un livre intitulé « Le deuil de la mélancolie, journal d'un AVC ». C'est un livre splendide. Et je dis pas ça parce qu'il m'est dédié, je dis ça parce qu'il est aussi dédié à ma femme, en fait. Lorsque les gens me disent « Pourquoi est-ce que le livre de Michel Onfray t'est dédié ?» je dis parce que ma pensée l'a beaucoup inspiré. Alors, tout commence sur un quai de la gare Saint-Lazare. Mais là, la SNCF, il n'y est pour rien, en fait. Il est arrivé à l'heure, cette fois-ci, oui. Ouais. Au bout du quai, je me suis senti comme troué par une lumière intérieure, percée, forée, traversée, perforée dans le cerveau. Oui, j'étais allé faire un tour sur les traces d'Artaud au Mexique et j'avais vu des clous qu'utilisaient les précolombiens pour faire des sacrifices. Ouais. Et en obsidienne. Et quand j'avais vu ces clous, ça m'avait donné une drôle de sensation dans le cerveau. Et j'ai eu l'impression vraiment qu'on me montrait un clou dans le cerveau avec un coup de masque. Ah ouais. Et j'ai cru que j'allais m'effondrer. Un clou d'obsidienne, quand même. Là, 5 médecins différents ne font pas le bon diagnostic. Et le 2 février 2018, vous êtes sur le plateau d'Audrey Crespo-Mara. Et en vous entendant dire du bien d'Emmanuel Macron, elle s'inquiète. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais un peu. Parce qu'effectivement, je suis rentré immédiatement dans la foulée, j'ai pris le train de retour. Je suis allé aux urgences à Caen et mon médecin m'a dit, enfin le médecin que j'ai vu aux urgences m'a dit, ça n'est pas un AVC. J'ai appelé ma Toubib qui m'a dit, ça n'est pas un AVC. Un ami qui l'était mais qui ne l'est plus, qui était ORL, qui m'a dit, ça n'est pas un AVC. J'ai fait mon cours à l'Université populaire le lendemain, il y avait 1000 personnes, j'ai tenu le coup tout de même, j'avais des papillons partout autour des yeux, un terrible mal de tête. J'ai fait une conférence en plus le jeudi, et puis j'étais sur le plateau de votre plateau d'Audrey, en fait, Audrey vous interviewe. Ensuite, elle vous envoie un SMS dans le taxi, en vous disant, Michel, vous devriez quand même aller voir un radiologue, quoi, pour faire un IRM. Elle m'appelle. Moi, j'étais en train de déjeuner, et c'est vrai que je réponds à personne, sauf à ma femme, évidemment. Elle me dit, écoute, il faut trouver un radiologue, appelle Gombert, il faut trouver un radiologue pour Michel, et vous y allez. Oui, il m'a fait un texto adorable en me disant, je vous en conjure, détournez votre taxi et allez à cet endroit où on fera une IRM. Et de fait, c'est là qu'on a vu que j'avais une vraie patate et c'était un AVC. Voilà. Là, vous êtes hospitalisé donc à Foch. Donc 5 médecins étaient passés à côté. Le pire de tous, dites-vous, c'est le docteur parce que lui, vous avez assuré qu'il n'y avait pas d'AVC, mais ensuite, il a nié avoir fait un faux diagnostic en maintenant, en fait, qu'il savait que c'était un AVC, mais qu'il ne vous l'avait pas dit pour vous épargner des émotions. Oui, c'est d'abord quelqu'un qui m'a demandé comment aller mon jet d'urine. Ouais. Alors, je me suis demandé pourquoi. Ouais. Si j'avais un problème avec ma prostate. Et je me dis, mais je vois bien qu'il y a des relations entre ma prostate et mon cerveau, mais je vois pas là le moment précis où ça aurait pu... Pas ce jour-là, quoi. Et il s'est trompé de... Oui, il a fait une erreur de diagnostic. Il m'a dit, vous avez un problème de vitré, donc l'œil. Il m'a pris un rendez-vous chez un ophtalmo à Paris, en me disant, cet après-midi, vous irez voir, etc. Et quand je suis allé chez le docteur Momberg, 1 heure plus tard, lui m'a dit, non, pas du tout, c'est un AVC. Alors, les causes de cet AVC, en fait, c'est que l'hédonisme, ça bouche les artères, quoi, c'est ça. Oui, si on veut, mais il n'y a pas de problème de tuyauterie. C'est-à-dire que c'est ça le problème. J'ai fait un infarctus à 28 ans, vous l'avez rappelé. Il n'y a pas d'explication. Un premier AVC, pas d'explication. Un deuxième AVC, pas d'explication. On est dans la médecine de Molière. Dans 2 siècles, on rira de notre propre médecine. Diaphorius, oui. Diaphorius, parce qu'on dira, ben voilà, il y avait, je sais pas, un gène qu'on a isolé, et puis voilà. Alors aujourd'hui, on vous dit, il faut pas ceci, il faut pas cela. Par exemple, on vous dit, est-ce que vous faites bien du sport, est-ce que vous faites du vélo, est-ce que vous faites de la natation, vous buvez peut-être trop, vous fumez trop, vous êtes peut-être stressé, etc. Les enfants, dans leur berceau, font des AVC. Ils sont peu susceptibles de mal manger, de trop boire, de prendre des cuites, de ne pas faire assez de vélo. À 6 mois, on fait des AVC. En fait, quand votre femme est décédée, vous le dites dans le livre, vous avez pensé partir avec elle, et en fait, vous êtes retrouvé seul, infidèle à votre promesse, et il fallait vivre quand même. Et là, vous vous êtes mis à manger, à boire, à prendre trop de médicaments, et à courir dans tous les sens pour vous occuper l'esprit un peu. Je bois depuis toujours, mais peut-être trop. J'ai jamais été ivre, mais j'étais dans des quantités un peu d'ogre, et j'ai pris 15 kilos en 5 ans.
Et donc, ces 15 kilos, personne ne m'a dit, ce serait bien que tu les perdes, y compris un médecin ami qui aurait pu me dire, fonds un peu, ça te fera pas de mal. Vous prenez beaucoup de médicaments, c'est-à-dire antibiotiques, cortisone, antihistaminiques, quand même. Sur plein de choses, oui. Vous faites des allergies aux acariens, donc chaque début de saison, il fallait recommencer, antibiotiques, cortisone, etc. Et on accumule une espèce de pollution pharmaceutique et médicamenteuse. Et on dira aussi probablement un jour combien les médicaments tuent beaucoup. Voilà, il faut le dire aux gens, il ne faut pas trop en prendre. Quoi, voilà. En fait, vous étiez en train de vous suicider à petit feu d'une certaine façon, non ? Oui, je crois que j'essayais d'être fidèle à ma parole sans m'envoyer un coup de fusil dans la tête. Je crois que j'étais en train de me suicider doucement. Et que ce suicide doux, il y a un moment où on se dit, bon, il va falloir que ce soit clair. Est-ce que c'est un vrai suicide ou voilà. Voilà. Et si c'est pas un vrai suicide, alors on continue à vivre. Et si on continue à vivre, alors il faut faire, d'où le titre, le deuil de la mélancolie. Voilà. Alors les conséquences de tout ça, c'est effectivement que vous avez changé de mode de vie, donc vous avez perdu 10-15 kilos. 10, oui. C'est vraiment bien. Le plus dur, c'est quoi ? Perdre 10 kilos ou perdre ses illusions ? C'est perdre ses amis. Ouais. Parce que effectivement, il y a des gens qui ne font plus signe, il y a des gens qui n'appellent pas, il y a des gens qui n'envoient pas de textos, il y a des gens qui ont l'impression que les AVC sont contagieux. Et on ne se fait... Il y a des charognards aussi qui vous appellent à l'hôpital pour avoir la dernière interview de Michel Onfray. Oui, et puis il y a les éditeurs qui voudraient savoir si vraiment je vais encore pouvoir signer des contrats. Alors, au sujet de votre cerveau, vous dites « Mon cerveau s'avère être mon meilleur ami et mon meilleur ennemi ». C'est vrai ? Oui, parce que je suis sorti de mon milieu, enfin, je veux dire mon milieu modeste, le milieu de mes parents, grâce au livre, grâce à l'écriture, grâce à mon travail cérébral. Ah oui, je dirais. C'est vrai. Et puis on se dit, bon, quand même, là, 2 AVC pour un seul personnage, ça fait quand même beaucoup. Alors, vous avez quand même perdu un quart de votre champ visuel. Ce qui fait que là, vous ne voyez pas du tout Laurent Baffy qui vous fait un doigt d'honneur sur le côté, là. Laurent ! Non, parce qu'il faudrait qu'il soit là-haut, c'est le bord supérieur, gauche. Alors, la mort rôde autour de vous depuis votre enfance. Vous êtes hanté par l'angoisse. La mort, je n'en ai pas peur, mais elle est présente, oui, depuis toujours. Ouais. Je raconte un peu que j'ai eu un vieux papa. Quand je suis né, mon père avait 38 ans, et que très vite, j'ai eu peur qu'il parte. Et il est parti à 88 ans. Et pendant tout ce temps-là, j'ai toujours eu peur que la mort arrive. Puis il y a un moment donné où on se calme un peu avec ça. Mais c'est un peu l'avers et le revers de la médaille, ou le recto, le verso de la même feuille. C'est-à-dire que l'hédonisme n'est pas possible sans un sentiment aigu de la mort. Il faut savoir que la vie est courte, brève, que chaque seconde perdue est définitivement perdue, qu'on ne la récupérera pas, que la punition, elle est ici et maintenant, qu'il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de récompense, il n'y a rien au-delà, mais qu'il ne faut pas rater sa vie, on n'en a qu'une, quoi. La vie ne repasse pas les plats. Aujourd'hui, le malheur, le deuil, est traité comme une maladie. Oui, d'abord, j'ai toujours dit depuis la mort de mon père, d'abord, puis celle de Marie-Claude après, qu'on ne fait pas son deuil, mais que c'est le deuil qui nous fait. Et donc, on ne dit pas un jour, ah ben oui, voilà, il y a une espèce de feuille de route du genre, dans les 15 jours, il va se passer ça, 3 semaines après, 1 mois après, et vous allez passer par ceci, vous allez passer par cela. Ça ne veut rien dire. On perd des gens qu'on n'aime pas, on perd des gens qu'on déteste, on perd des gens proches, on perd des gens âgés, on s'est préparé à la mort de certains. Certains partent d'un seul coup, d'autres ont 15 ans de maladie, 7 années de chimiothérapie pour Marie-Claude non-stop. Donc, évidemment, il n'y a pas une feuille de route du deuil. Mais c'est le deuil qui nous fait parce qu'effectivement, il faut vivre avec ceux qui sont partis. Et il ne faut pas succomber à ça. Il faut pas succomber à la mort des gens qui sont partis. L'athée que je suis se dit la meilleure façon d'être fidèle aux gens qui sont morts, c'est de vivre sous leur regard quand on les a aimés. Et en ce sens, la mort est acceptable. Il y a un truc là, une chose à laquelle je pense là. La question Colombo. Christophe, il y a un truc là, dernière chose, j'y repense, la perquisition chez Alexandre Benalla. Alors, ils arrivent avec les flics, Benalla n'a pas la clé de chez lui. On lui dit, t'as qu'à appeler ta femme, il n'a pas le numéro de sa femme. Il n'y a qu'à appeler le commissariat, ils ont peut-être un bélier pour défoncer la porte. Il n'y a pas de bélier au commissariat. Ensuite, ils repartent, ils laissent pas de flics devant la porte pendant la nuit, et le lendemain matin, le coffre qui était chez Alexandre Benalla, on ne sait pas ce qu'il y a dans le coffre a disparu. Il y a un syndicat de police qui a porté plainte et le parquet a refusé de poursuivre. Et ensuite, les médias passent à autre chose en disant ça n'intéresse plus les gens. Donc l'affaire a été bouclée. C'est pas un peu bizarre ? Oh oui, c'est bizarre. Bon, que je ne veux pas vous dire, d'accord, mais c'est ça bien. Paraît normal, c'est à minima croquignolesque, effectivement. C'est bien. Il n'a pas les clés, il ne sait pas où est sa femme, etc. Et le coffre disparaît, donc il y a un côté quand même un peu barbouzerie quand même, non ? Oui, et puis après, il a déclaré que c'est qu'il avait peur qu'on le cambriole.
Ouais, Joker. d'accord. Mais c'est bien, vous êtes honnête. Ah bah oui, là, je peux difficilement vous dire autre chose que ça. Roberto Saviano, la mafia et Salvini veulent votre mort. Ça prouve au moins que vous êtes quelqu'un de bien. Les Français vous connaissent par vos livres et par la série Gomorrah. Mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, on regarde. C'était la première fois qu'on a entendu parler de vous ici, en 2007. Magnéto, Serge. Nous souhaitions le rencontrer à Naples, trop dangereux pour lui. C'est à Rome que Roberto Saviano nous a donné rendez-vous pour une brève promenade dans un jardin public, entouré de ses gardes du corps. Âgé de 28 ans, cet écrivain napolitain a osé défier la Camorra, la puissante mafia locale. Dans son livre, une enquête qui a duré 6 ans, il raconte en détail sa mainmise sur la ville et surtout, il donne les noms des chefs de clan qui depuis ont juré de l'assassiner. Je vis avec l'idée de la mort. D'abord parce que j'ai grandi sur un territoire où des dizaines de personnes que je connaissais ont été abattues. Comme je l'écris dans mon livre, le premier mort par balle que j'ai vu, j'avais 12 ans. J'ai grandi sur un territoire où il y avait 4 morts par jour. Son territoire, c'est Naples, ses quartiers pauvres, ses règlements de compte, sa mafia omniprésente, du trafic du ciment à celui de la cocaïne. Un monde parallèle qui a résisté à tous les assauts de l'État italien pour le démanteler. Je le dis sans crainte, leur force, c'est une force capitaliste, parce que cette mafia, la Camorra, évolue sans cesse, parce que la concurrence à l'intérieur est sans pitié. Mais la concurrence, c'est aussi les tribunaux, les forces de police. La police arrive à démanteler un clan lorsque celui-ci est faible, et en l'éliminant, on crée un espace pour un nouveau clan. Roberto Saviano n'a pas renoncé à écrire sur la Camorra. À Rome, sa maison d'édition lui a aménagé un bureau bien à l'abri dans ses sous-sols, où ses gardes du corps peuvent surveiller l'unique entrée. Je reconnais que souvent le matin, je me réveille en maudissant ce que j'ai fait. Mais je le referai 300 fois même, parce que c'était nécessaire d'écrire tout cela. Je vis parfois des moments très difficiles. Ça serait stupide de le nier. Son livre s'appelle Gomorrah, comme Gomorre, la cité de l'Ancien Testament que Dieu détruisit par le feu à cause de ses péchés. Naples, Gomorre des temps modernes, la cité du mal, selon Roberto Saviano. Alors, Roberto Saviano, vous avez découvert que la mafia pouvait être embarrassée par la littérature. C'est incroyable. È vero, sembra strano. Oui, c'est vrai. Ma in realtà le mafie hanno paura En della réalité, la mafia a peur de la lumière. Loro sanno benissimo che c'è Les la mafias polizia, le savent très inchieste, bien qu'il y a la i police, les tribunali, enquêtes, les juges, les tribunaux. che i loro omicidi finiscano solo negli Le spazi di souhait, cronaca c'est giudiziaria, que alla les cronaca nera. homicides fassent seulement l'objet des articles de la presse. Ciò di cui Rien ha de paura la plus. mafia sono gli occhi dei miei lettori. Par contre, la dei miei mafia a spettatori. peur des yeux et des oreilles de Il mes lettore lecteurs è la cosa che più et de teme mes spectateurs. Alors, la mafia veut vous tuer, et c'est une information qui est validée par de nombreux mafieux repentis qui collaborent avec la justice. Depuis 12 ans, vous aviez 26 ans à l'époque, vous vivez sous protection policière, entre 2 planques, jamais sans vos gardes du corps. Vous dites, je suis complètement paranoïaque, je suis brisé en petits morceaux, on ne m'a pas tué, mais on ne m'a pas laissé vivant non plus. è strano, ma Oui, c'est bizarre. Hein. quando arrivarono le prime minacce Lorsque les premières menaces me sont arrivées, erano piuttosto informazioni, c'était plutôt des informations. come se ti avvisassero. C'est comme si on me prévenait. Sei quasi costretto Eh bien, à un moment a dover donné, giustificarti On est per obligé essere vivo. de se justifier d'être vivant. Cioè, ma come? Non dovevano ammazzarti Mais 10 anni comment fa? On aurait dû te tuer il y a 10 ans, n'est-ce pas? Come mai ti tengono in Et vita? comment ça se fait que tu es toujours en vie? Allora non sei pericoloso. Mais alors tu n'es pas dangereux. Allora è tutta una messa in scena per Bon, vendere ce n'est libri. qu'une mise en scène pour vendre des livres. Ma i miei libri sono, anche se non è forse nobile dirlo, Mais ce n'est peut-être pas noble de le dire, mais je crois que mes livres la mia vendetta. sont ma vengeance. Est-ce qu'en France, il y a la mafia? C'è, Oui, ed è molto forte. elle est très forte en plus. Non so perché nella cultura Je ne sais pas francese pourquoi dans la culture française, c'è stata questa on a percezione eu cette perception nel secondo dopoguerra, après la Deuxième Guerre mondiale. forse un po' di attenzione a Marsiglia, Peut-être on a
fait attention à Marseille à un moment Ma in donné, mais realtà le organizzazioni mafiose il faut francesi dire que sono les fortissime. organisations mafieuses françaises sont très fortes. Basta pensare che tutta la coca che arriva Il in suffit de Francia penser que toute la cocaïne qui arrive en France parte dal Sud America, part arriva de dal Sud l'Amérique America, du Sud, arriva in Africa elle equatoriale. arrive en Afrique Dall'Africa équatoriale, equatoriale viene portata in Francia dai corsi. et ensuite ce sont les Corses La mafia corsa qui la che- portent en corsa è France. potentissima. Et la mafia corse est très forte. Peut-être parce qu'en France, il y a pas de sang, donc il n'y a pas de mafia, c'est peut-être ça aussi. Giusta osservazione. C'est une bonne observation, c'est Ti une ricordi bonne però remarque, che mais je Marsiglia ha superato il voudrais numero di morti Napoli. souligner que le nombre de morts à Marseille a dépassé le nombre de morts à Naples. Et le nombre de morts à Naples est plus important que le nombre de morts dans la bande de Gaza. Esattamente. Tout à fait. Et si c'était à refaire tout ça, est-ce que vous le referiez? Non rispondo in maniera Je coraggiosa. ne réponds pas de façon ti dico courageuse, che non lo rifarei. mais je ne le referai pas. Vous êtes devenu un héros, vous êtes un héros moderne, vous êtes notre héros. Vous voulez venger les morts de la mafia, c'est ça l'histoire, non? Grazie per avermi definito eroe, ma Merci de m'avoir appelé héros, per una grossa parte anche del mio paese non lo sono affatto. mais pour une certaine partie des gens de mon pays, je ne suis pas du tout un héros. Alors Gomorrah, votre premier livre a été traduit en 50 langues. Il s'est vendu à une dizaine de millions d'exemplaires dans le monde avant d'être adapté au cinéma, au théâtre et évidemment en séries télévisées. Alors, Silvio Berlusconi vous accuse de donner une mauvaise image de l'Italie. Sì, lui e moltissimi Oui, effectivement. altri italiani. Ce n'est pas le seul en Accusa. Italie. Se tu parli di mafia, C'est une très vieille sei accusation. considerato, Lorsqu'on parle colui de che sta mafia, diffondendo eh la bien, cultura on est en mafiosa. train de è come se mi faire la dicessero, per promotion de la esempio, culture mafieuse. C'est immagina- comme si on me disait, immagina una je ne sais stanza pas, buia. imagine une chambre Io entro dans le noir, accendo dans la laquelle luce je rentre, e si vede un j'allume la cadavere. lumière et on voit un E dai la colpa alla cadavre. luce. Et c'est la faute à la lumière. C'est ce qu'on me dit. Alors après le succès de Gomorrah, vous avez publié Extra Pur, un livre consacré à l'économie de la cocaïne. C'est un marché qui pèse quand même 300 milliards de dollars. Après la mafia sicilienne, vous êtes mis à dos les cartels mexicains. Et aujourd'hui, vous publiez votre premier roman, Piranhas, aux éditions Gallimard, consacré au baby gang. Alors comme il y a des enfants soldats, il y a des enfants mafieux. Sì, ho scritto questo Oui, romanzo j'ai écrit ce roman e mi sono trovato di fronte a una parce storia que je me suis incredibile. trouvé face à une histoire Un incroyable. gruppo di Il y ragazzini avait dai un 10 groupe d'enfants qui ai avaient 19 anni, entre 10 et 19 per ans, 4 anni sono qui stati ai pendant vertici 4 di ans se sont un'organizzazione mafiosa trouvés au potentissima. sommet d'une organisation mafieuse très puissante. Non baby gang, Ce n'étaient non pas piccoli des killer o baby piccoli gangs, spacciatori, c'était capi. pas des petits killers ou de petits pushers, c'était È vraiment una des cosa chefs. incredibile. E C'est è incroyable. stato possibile Cela perché questi a été ragazzini possible erano parce que geniali. ces enfants étaient géniaux. Purtroppo una genialità al servizio del Malheureusement, crimine. c'était un génie qui et de la était barbarie. au service du crime et de la barbarie. Alors, Piranha, c'est un livre absolument passionnant. Le livre raconte le parcours de Nicola Fiorillo et de sa bande d'adolescents, sa paranza, son groupe. Ils ont tous entre 14 et 18 ans, ils se déplacent en scooter, ils sont armés, ils sont fascinés par la violence et par le crime, ils ne croient qu'au pouvoir et à l'argent, ils ont plus peur de devoir vivre comme leurs parents que de la mort. Sì, la morte non è più vista come un rischio On ne del regarde mestiere, plus la mort comme un risque du métier. ma come necessità. C'est di une questa nécessité. Ouais. C'est la suite Questi de ce ragazzini choix. vogliono Ces morire. enfants veulent mourir. Dopo che hanno vissuto anni Après dove avoir si sono presi vécu tutto. des années pendant lesquelles ils ont tout pris, tout Quando raflé. io li sono andati a Lorsque je intervistare, suis allé les voir, les interviewer, ai sopravvissuti, bien évidemment les rescapés, mi hanno chiesto quanti anni hai. ils m'ont demandé mais quel est ton âge? Allora io ho detto 38. Mais j'ai dit j'ai 38 ans. Non conti niente. Bah, tu n'as aucune valeur. Chi conta muore a 20 anni, 21. Les personnes importantes meurent à 20 ans, à 21 ans. Ils m'ont regardé avec Ed è mépris. incredibile questo. C'est incroyable, cette attitude. Alors, c'est une nouvelle génération de caïds qui remplace l'ancienne génération. C'est la génération des jeux vidéo, la génération des réseaux sociaux. On les appelle les baby gangsters. Et leur monde est totalement binaire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a les faibles et les forts, les riches et les pauvres, les baiseurs et les baisés. Questa è
l'etica in realtà, se si può definire Oui, così, c'est l'éthique, si on peut utiliser ce mot, des organisations mafieuses. Tu as deux choix. cosa vuoi essere? Fottuto o Est-ce que fottitore? tu veux être baiseur ou baiser? Ouais. E a guardare bene, questa sembra essere la Lorsqu'on y logica del nostro regarde tempo, bien, c'est ovunque. peut-être la logique de notre temps, Non è solo la mafia. pas seulement dans la criminalité organisée, Questo mondo mais dans la spietatissimo, mafia. in qualsiasi C'est un ambito è sempre monde così. sans pitié. Ce qui est intéressant dans vos livres et dans celui-ci en particulier, c'est qu'en fait, ça parle des jeunes mafieux dans celui-là, mais en fait, ça parle de la société moderne. C'est là où c'est une dimension universelle, en fait, votre livre. Cette jeunesse décadente, vous la racontez, mais vous ne la jugez pas. No, perché Non, je ne la queste juge persone pas, non sono bestie. parce que ces personnes ne sont pas des bêtes. Non appartengono a un'altra Ils ne font pas civiltà. partie d'une autre civilisation. Io dico sempre, non voglio raccontare Napoli Je me al dis mondo, toujours que je ne veux pas raconter Naples le monde, ma il mondo mais attraverso je veux Napoli. plutôt raconter le monde à travers Naples. Alors, Roberto, vous vous êtes mis à dos la Camorra, les cartels mexicains, les baby gangsters, et vous êtes mis à dos le nouveau Mussolini, Matteo Salvini. Vous l'appelez le ministre de la pègre. Vous parlez de 50 millions d'euros volés par le parti de Salvini, la Ligue. Vous dites, un jour pas si lointain, les Italiens comprendront ce qu'est vraiment un traître à la patrie. Quello che sta succedendo in Italia è Ce qui est en train de se passer en Italie molto interessante per la Francia. est très intéressant, je trouve, pour la France aussi. La Francia deve guardare all'Italia Il faut que la France regarde à l'Italie, perché vede il suo futuro. parce qu'elle va voir son avenir. Matteo Salvini sta ottenendo un enorme successo Matteo Salvini est en train d'obtenir con un très grand argomentazioni succès violente, avec des arguments violents. considerando gli immigrati il Il bersaglio considère numero les uno immigrés di comme tutti i mali. la cible numéro un de tous les maux. La potenza del populismo è che non ha bisogno di La dimostrare puissance nulla. du populisme, c'est qu'il n'a besoin de rien montrer à Si fa personne. interprete di una rabbia spesso legittima. Le populisme reprend une Una colère delusione qui est spesso souvent giusta. légitime, une déception qui est souvent juste, Ma la sta spostando su obiettivi mais assolutamente elle reprend tout ça falsi, ingiusti. pour des objectifs qui ne sont pas du tout les bons objectifs. È notizia di solo pochi giorni fa l'arresto Il di y a un quelques sindaco jours, on a arrêté Mimo un Lucano, maire, monsieur Mimo Lucano, accusato di qui était aver accusé favorito l'immigrazione d'avoir clandestina. favorisé l'immigration clandestine. Ha solo salvato vite. Il n'a fait que sauver des vies, en réalité. Alors, vous critiquez tellement Salvini qu'en juin dernier, il vous a menacé de vous retirer votre protection policière. Magnéto Serge. Ce seront les institutions compétentes qui évalueront s'il court un risque réel. Parce qu'il me semble qu'il passe beaucoup de temps à l'étranger. Et ça me semble juste d'évaluer comment l'argent des Italiens est dépensé. Mais bon, c'est le cadet de mes soucis. Selon toi, Salvini, je suis heureux de vivre comme ça depuis 11 ans. Depuis plus de 11 ans. J'ai une escorte depuis que j'ai 26 ans, mais toi, tu penses me menacer, m'intimider? Ces dernières années, j'ai été sous une pression énorme. La pression du clan des Casalesi, la pression des narcos mexicains. J'ai plus peur de continuer à vivre comme ça que de mourir pour ça. Et donc, tu crois vraiment que je peux avoir peur de toi? Bouffon, va. Buffone. Bello. Alors vous dites Salvini préfère s'attaquer aux migrants pour pouvoir mettre de côté les autres sujets sensibles. Il préfère qu'on le traite de raciste que de voleur. Quello che sta avvenendo fuori in tutta Europa è che gli Dans immigrati l'Europe sono entière, on considerati estime i que les responsabili immigrés sont les dei disagi. responsables de tous les problèmes. E non è così. Ce n'est pas le cas, ce n'est Non pas solo, comme ça. ma non c'è nessuna invasione. Et il n'y a aucune invasion 100.000 en plus. persone che arrivano On in parle Italia de ogni 100 anno. 000 personnes qui In un arrivent en paese Italie che si chaque sta année. desertificando. Eh bien, l'Italie Non est un sono pays qui est en train de perdre de plus en plus de population, est en train de se vider. Ma c'è una posizione intermedia Mais on peut adapter tra il ou non choisir une controllare le position frontiere intermédiaire e il respingere e entre lasciar morire in mare. le fait C'è una de posizione rejeter les migrants et de les laisser mourir dans la mer, ou de laisser tout simplement ouverte
les frontières. La posizione intermedia è ridare i visti. Quelle est cette solution intermédiaire? C'est celle de donner des visas de travail en Europe. Mais on a refusé cette politique de visa. Il faudrait à nouveau prévoir ces visas pour l'Afrique. C'est une solution pour arrêter le désir de venir en Europe tout simplement avec des embarcations de fortune en risquant sa propre vie. En Italie, il y a quelques années, 700 000 migrants avaient été reconnus. Esatto, esatto. Oui, c'est ça. Fu proprio il governo della Lega. Et en plus, c'est le gouvernement de la Ligue. Perché servivano. Parce qu'on en avait besoin. Alors pour vous, les Italiens sont écrasés sous le poids d'une politique qui se fait dans les talk-shows et sur les réseaux sociaux. Vous parlez d'une politique provocatrice qui parle aux citoyens dévastés par des décennies de berlusconisme et d'anti-berlusconisme. Vous vous sentez un peu seul? Un po' ci sono abituato. J'ai l'habitude, au moins un petit peu. Però mi dico sempre, la merda Je me dis toujours que la merde est utile. Est utile pour le sol. Più le ricevo, più le mie radici si Donc je pense que mes racines vont être de plus en plus fécondes. Alors je rappelle le titre de votre nouveau livre, donc, qui est consacré au baby gangster. Ça s'appelle Piranhas, c'est publié chez Gallimard. Alors, ça ferait un film formidable, mais Roberto, l'industrie du cinéma, en glorifiant la mafia, n'est-elle pas le principal ennemi de votre combat? È un'interessante domanda. C'est une question très intéressante, je trouve. La mia strategia. Ma stratégie est la suivante. Proteggermi dal non fare mai film o serie. Je ne veux jamais faire des séries ou des films superficiels. Et raccontare i meccanismi. C'est pour cela que j'essaye de raconter tout ce qui est derrière, comment ça marche l'économie, comment ça marche le pouvoir. Et quindi chi guarda le mie serie, donc ceux qui regardent les séries que j'ai écrites savent jusqu'au bout que je raconte une réalité qui est authentique. È molto rischioso pensare che il est très dangereux d'ailleurs de penser que si je parle du mal, je suis en train de diffuser le mal. Alors Roberto, il y a une dernière chose là, j'y pense, c'est la question Colombo. Roberto, si vous pouviez vous évader de votre vie actuelle, vous iriez où? Andrei in un posto dove j'irai posso riniziare tutto. Quelque part où je pourrais recommencer à zéro. Dove la mia presenza là où ma présence ne mettrait pas en difficulté ceux qui m'aiment. Io ho rovinato la vita di tutte le persone. J'ai gâché la vie de toutes les personnes qui étaient autour de moi. Et mi immagino un posto come la Nuova Zelanda. Je pense à un endroit comme la Nouvelle-Zélande, par exemple. C'est loin. Go down. Michel, c'est Dieu qui te parle. Tu m'entends? Hélas. Dis-moi, tu m'as encore fait faux bon. Non, mais c'est toi qui n'as pas fait le boulot jusqu'au bout. Ah, parce que vous tutoyez Dieu, vous. Ah bah, tant qu'à faire. Ah oui, d'accord. Il me tutoie, donc... Et puis, je vous rappelle que depuis Vatican II, on tutoie Dieu. Oui, c'est vrai. Vatican II. Et on lui parle en français. Michel, tu n'as pas envie de voir ce que la vie après la mort te réserve? Ah, je serais assez tenté par l'hypothèse de découvrir autre chose. Mais ce serait plutôt de l'astrophysique, moi, qui m'intéresserait sur ce terrain-là. Les mondes inversés, cette idée que le temps peut être, comme on dit, invaginé, c'est-à-dire qu'on retourne ça comme le doigt d'un gant, on pourrait presque revivre à l'inverse qu'on aurait vécu. Si Dieu était vraiment un astrophysicien, ça m'intéresserait d'avoir une conversation avec lui. Ouais. Dommage pour moi. Ouais. Michel, bon, je fais Dieu, j'ai pas la barbe, mais quand même, j'essaie de faire Dieu, quoi. Michel, qu'est-ce qui te donne tant envie de rester sur Terre, à part le fromage et le bon vin?
Ah, ça, c'est une bonne question. Je crois que la vie en tant que telle est une chose fabuleuse. Ouais. Et il y a en moi une force qui me veut, ce que Bergson appelait l'élan vital. Et cette force qui me veut, elle est pour l'instant plus forte qu'une force qui ne me voudrait plus. Puis il y a les femmes aussi, ça donne envie de rester sur Terre, non ? Ça, on change d'époque quand on change de décennie. Je vais avoir 60 ans le 1er janvier prochain. Le rapport aux femmes n'est plus du tout le même. Donc ça paraît évident que les collections qu'on peut faire quand on a 30 ans, on ne les fait plus et on est plutôt non plus dans une logique de quantité, mais dans une logique de qualité. On avait la quantité épicurienne quand on a 30 ans, on a la qualité stoïcienne quand on a 60 ans. Vous êtes grand-père, là, non ? Alors, pour expliquer ça, il faut dire que j'ai vécu 37 ans avec Marie-Claude et qu'il y avait dans ma vie Dorothée depuis 25 ans, que Marie-Claude connaissait l'existence de Dorothée, que Dorothée connaissait l'existence de Marie-Claude. Dorothée a d'ailleurs été formidable sur la fin de Marie-Claude, m'a aidé pour les bouteilles d'oxygène de Marie-Claude, etc. Ce sont des choses qu'on ne raconte pas. Vous m'y amenez, je le dis pour la première fois. Et je le dis pour la première fois, je suis content que ce soit chez vous. Et il se fait que, oui, Dorothée a un grand garçon, une grande fille, Victoire, et avec Michael, qui est un adorable garçon, ils ont fait tous les deux un petit Augustin qui n'est pas saint, mais qui est adorable. Donc moi qui n'ai pas été père, je me retrouve grand-père. Félicitations. Michel Onfray, je voudrais te poser une question qui me taraude l'esprit. Pourquoi t'obsèdes-tu tant à vouloir prouver que je n'existe pas ? Je ne prouve pas l'inexistence de Dieu. Moi, je suis dans une logique judéo-chrétienne, je suis un judéo-chrétien. Ouais. On a 20 siècles derrière nous, 15 siècles on dira. Jésus, pour moi, est une fiction, c'est pas un personnage historique. Et ce qui m'intéresse comme philosophe, c'est de voir comment tout ça se construit. Que Dieu soit le Dieu monothéiste, non, ça, j'y crois pas. Avec une barbe ou sans barbe, ou qu'il ait des sentiments humains, qu'il puisse se venger, qu'il puisse récompenser, qu'il puisse tout voir, tout savoir. Ça, pour moi, c'est une fiction, à l'évidence. Mais j'ai pas envie forcément de nommer Dieu ce que l'astrophysique nous enseigne. S'il y a effectivement d'autres vies ailleurs, si notre vie continue sous une autre forme, moi j'attends que la physique m'en fasse la démonstration. Et si on veut appeler ça Dieu, j'ai rien contre Dieu. Ce qui me gêne dans Dieu, ce sont les gens qui s'en réclament pour imposer leur mode de vie aux autres. C'est ça qui me gêne. Gott mit uns. Oui, ce qui me gêne dans Dieu, ce sont les religions, disons-le comme ça. Michel, si j'existais vraiment, que souhaiterais-tu me dire ? Disparaît. Et maintenant, c'est l'heure de l'Hardy Quiz. Alors, dans son film, Stéphane Plaza joue un homme habité par l'esprit d'Albert Einstein. Voilà. Alors, cette semaine, l'Hardy Quiz est consacré, évidemment, au génie, en hommage à Stéphane Plaza. Pas de Stéphane Plaza. Bah, c'est les deux, c'est deux génies. Attention. Si vous pensez avoir trouvé, vous appuyez sur le buzzer, on essaye. Non. Ça, c'est Balfis. Ah, ça, c'est toi. Okay. Ah, d'accord, c'est sur le toi. Ok. Très bien. Il est très court. Bon, vous êtes prêts ? Ok. Première question. Quel prénom a été inventé par William Shakespeare ? Daphné, Jessica, Juliette ou Nabila ? Juliette ? Non. Jessica ? Jessica, bravo. Vous saviez ? Non. Bravo, non mais c'est... Je suis très honnête, non ? Complétez cette phrase de Cédric Villani. Les maths, c'est mieux que la politique, qu'une séance de yoga, qu'un éclair au chocolat ou que le sexe. Mais il est le sexe. Bravo. Un point pour Laurent Baffy. Quelle était l'adresse de Victor Hugo ? Impasse des Misérables, rue des Châtiments, place de Jersey ou avenue Victor Hugo ? Il est rapide. Avenue Victor Hugo, et on mettait Victor Hugo, avenue Victor Hugo en son avenue. Bravo Laurent, bravo. Ça c'est les grosses têtes. Moi aussi, je suis aux grosses têtes, mais je dois pas avoir les mêmes réponses. Tu viens moins souvent, à mon avis. Quelle œuvre a été composée par Mozart ? Viens goûter mon boudoir. Plaisir de jouir. Quand il pète, il trouve son slip. Ou lèche-moi le cul. Mais non, c'est pas normal. Il appuie avant. Vraiment appuyé. Lèche-moi le cul. Ouais.
Oh. Comment tu sais ça? Parce qu'il était scato, Mozart. Mais Mozart était scato et en allemand on dit Lek, mich, ich, arch. Ouais, enfin c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Je dis ça, c'est pour rencontrer les Allemands. Vous ne l'avez pas dit souvent, en tout cas. Non. Quelle affirmation est vraie concernant Pablo Picasso? Il a des ancêtres communs avec André Citroën. Il a eu 10 enfants cachés. Il était daltonien. Ou Pascal Obispo est un anagramme de Pablo Picasso. Ah, j'ai réussi. Ça a marché. Daphné. Je sais même plus quelle est. Les 3 premières. Non. La dernière. L'anagramme. Oui, Laurent Baffy. Bah, si c'est pas les 3 premières, ça peut être que la dernière. Mais non, mais j'ai fait un bouquin sur les anagrammes, puis c'est connu. Pablo Picasso, Bien sûr. Pascal Obispo. Ouais. Quels furent les derniers mots d'Albert Einstein? Oh Ah, putain, là. merde, attendez, Stéphane. merde. Que la Laissez-moi mort est répondre. douce. Je me suis trompé. La bonne formule, c'est pas E égale MC2. Pouvez-vous me raser la moustache? Ou aucun, ces derniers mots étaient en allemand et l'infirmière à ses côtés ne parlait pas allemand. la dernière. Bravo. On ne sait pas ce qu'il a dit. Non. Tu sais pourquoi il tire la langue sur la photo, Einstein? Non. Parce qu'en fait, il le faisait chier les mecs, les paparazzis, les journalistes, tout le monde l'emmerdait. Et il leur a tiré la langue. Et c'est resté célèbre, en fait. C'est une rébellion du génie Oui, il était assez contre la rock'n'roll. médiocrité médiatique. Que peut-on trouver au musée Galilée à Florence? Le pyjama de Galilée, une mèche de cheveux de Galilée, un morceau du doigt de Galilée ou le prépuce de Galilée. Oh, c'est pas normal. Non, mais il a répondu Non, il a faux. vraiment. J'ai faux. Ah bah c'est juste rigolo, c'est moi, putain, j'ai encore une connerie. Moi je dirais un morceau de doigt. Mais bravo. Mais ouais. C'est le majeur de sa main droite. Voilà. Dès que c'est un Il peu... était rock'n'roll, Galilée. Ah, hein. Galilée, ouais. Galilée, ouais. Et là, maintenant, c'est le Super Banco, c'est-à-dire que celui ou D'accord. celle Qui gagne, a tout qui gagné. gagne a tout gagné. J'aurais mieux fait de répondre à celle-ci. alors. Earth, Wind and Fire. In the Stone. Le meilleur groupe, hein. Le meilleur Meilleur, groupe. on est d'accord. C'est le meilleur groupe. Ah, Avec les compagnies de faut laisser. Alors, quel slogan a inventé Thierry Ardisson? Ouais, c'est complètement... Ah, tu te mets dans un quiz de génie, C'est alors. complètement... C'est ça qui On est a dit que c'était dingue. un quiz consacré au génie. Il s'est mis dans les yeux. Toute modestie. Bah oui. Non, attendez. Qui a tout inventé, la télévision? Quel est- Non, il y a Michel Denisot qui avait dit un truc très drôle. Ardisson, il n'y a que le micro qu'il n'a pas inventé. Je trouve ça plutôt marrant. Mais attention, on se concentre. Caprice à deux, caprice des dieux. Comme génial. Il est fou à Flelou. Il se commande. En plus, il se commande, c'est génial. Non, parce qu'il n'est pas de moi, en fait. Il est fou à Flelou, il est fou. Salakis au bon lait de brebis. Ou, quand c'est tropico. Quand c'est trop, c'est trop. Bravo! Daphné Burki! Ah là 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 là! Alors donc, dans cette émission, les gagnants de l'Hardy Quiz ont droit à un éloge par Thierry Ardisson. Attention. Elle est fun, elle est drôle, elle a la patate. Ne ratez pas Daphné Burki, tous les après-midi, à 15h10 sur France 2. Elle est morte? C'est un éloge. Ah. Sans oublier que Daphné est très bien entourée pour son émission, puisqu'elle est accompagnée entre autres par André Manoukian, dit Dédé Doigt de Fée, le grand spécialiste du plaisir féminin, de la bonne humeur, du cul, des bons plans, du cul, des conseils psy, du cul, des astuces beauté, du cul, des témoignages. Bref, ne manquez pas, je t'aime, etc. Une émission pour se faire du bien tous les jours à 15h10 sur France 2. Les après-midi, c'est Daphné Burki. Alors Guillaume Canet et Michel Faux, vous êtes avec Gilles Lelouch, Camille Raza et Xavier Beauvois à l'affiche de L'amour est une fête, donc de Cédric Angers. Alors le pitch,
Vous, Guillaume, et Gilles Lelouch dirigez le Mirodrome, un pipe show à Pigalle en 1982. Un soir, des hommes cagoulés débarquent pour tout saccager. Vous êtes ruinés, obligés de faire affaire avec vos rivaux, et notamment un certain Maurice Vogel, interprété par Michel Faux. Et là, vous produisez un film porno pour vous refaire. Mais en vrai, vous êtes 2 flics, missionnés par Bercy pour procéder à un énorme coup de filet dans le business du X. Vous devez faire tomber Vogel. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Le ministre exige qu'on en finisse avec le blanchiment dans le porno. Voilà notre vedette, Maurice Vogel. Faut le flagrant délit. Faites affaire avec eux et vous me les surveillez. Le porno, c'est le cinéma le plus cool à faire. Tu veux travailler comme producteur pour moi? Nous, on est partants, hein. Ça nous intéresse. C'est un bon film, hein. Enfin, pas trop bien, parce que le public aime pas ça. Hein. Si on part sur des petits films, moi, je vous plus ça en une demi-journée, hein. Est-ce que Pamela peut aller sous la douche avec toi? Mais bien sûr que tu peux baiser Pamela. Si tu le fais pas, elle va croire que tu l'aimes pas. Comment tu t'appelles? Virginie. Faut retrouver un pseudo, hein. Personne n'a envie de se faire une Virginie. Tu sais que j'ai divorcé à cause du nudisme. Et ma femme avait peur des rhumes. Bah pars, vas-y, va retrouver ton pote. Qu'est-ce que tu crois, qu'on passe notre vie à faire la bringue, c'est ça? Oh non. Oh non. Ça t'embête que je tourne? Bah non, c'est moi qui produis. Si vous loupez votre coup, moi j'en connais qui vous rateront pas. On embarque toute l'équipe du film. Non, vous êtes sérieux? Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? On fera des exemples. Mais c'était pas prévu, ça. On va finir ce putain de film. C'est qui, ça? Ah, bah c'est Jésus. C'est une photo. Ouais. On reconnaît bien, hein. Maurice, c'est une photo. Ah ouais. C'est dingue, hein. Moi, j'ai adoré. Donc déjà, c'est très bien réalisé. Ensuite, vous incarnez avec Gilles 2 personnages extrêmement barrés. Donc lui, il a des côtelettes comme ça sur les joues. Ah ouais, c'est génial. C'est un serial baiser insatiable. Et vous, alors, Canet, il faut le voir, il a les cheveux décolorés et il fume du crack. Et ça, je vais vous féliciter quand même, parce que vous êtes un des rares Français qui prend des risques. Rock'n'roll, n'en parlons pas. Je vous ai déjà dit à l'époque ce que j'en pensais. Là, c'est incroyable. Et dans un monde comme ça, où tout le monde se regarde et tout, vous y allez carrément. Vous n'avez pas peur, Guillaume. Bravo. Bah non. Alors, vous êtes toujours, évidemment, excellent. Il y a une scène où vous buvez du champagne en prenant de la coke avec vos copines qui vous suivent partout. Vous mangez de la pâte d'anchois en jouant au mastermind. Mais on voit jamais ça dans des films en France. C'est hyper barré, c'est génial. C'est un grand réalisateur. Ouais, non, mais c'est vraiment un bon. Hein. Et dans le fond et dans la forme, ouais. Alors, évidemment, c'est une époque bénie. C'est l'époque où il y avait encore des poils. Et à un moment, il y a une fille qui se fait faire le ticket de métro. Ouais, et personne ça offusque tout le monde. Ouais. Ouais, les gens n'aiment pas. Hein. Ouais, ils trouvent ça dégueulasse. Non, c'est une époque... C'est une époque charnière, en fait, entre ces post-68 et avant l'arrivée du sida, avant l'arrivée de la vidéo. Et c'est une sorte de parenthèse enchantée, en fait, où on voit des personnages qui sont super touchants, parce qu'ils sentent, en fait, que c'est la fin d'une ère, la fin d'une époque, qui est une époque de liberté, d'insouciance. Il faut rappeler quand même que c'était une époque aussi où les films porno cartonnaient, ça faisait des millions d'entrées. Ça avait pignon sur rue, les gens allaient en couple voir des films porno. Et ça les aidait quand ils rentraient à la maison. Ouais. Mais c'est vrai. Et donc, non, mais il n'y avait pas du tout le même regard là-dessus. Et puis eux, ils le faisaient aussi avec ce sentiment aussi de faire peut-être un jour aussi du cinéma traditionnel. Oui. Il y a Xavier Beauvois qui fait le réalisateur de porno, qui veut ouais. faire du long. Il est exceptionnel. C'est incroyable qu'il ait l'humour de jouer ce rôle. Alors, c'est un film qui est tourné en pellicule. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait de la pellicule. Ouais, aujourd'hui, il y a la vidéo. Et sur la vidéo, on voit les verrues, on voit les points noirs, on voit tout. Là. À l'époque, c'était un peu hamiltonien, l'image, quand même. Hein. Et puis, c'est surtout une époque et des films où les gens s'amusent. Et vraiment, il y a une joie de vivre qui était propre aux années 70, aux années 80, parce que ces tournages, en fait,
sont des moments de vacances, sont des moments de plaisir. Les rapports sexuels, il y en a plus en dehors du tournage que pendant le tournage, presque. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a rencontré des acteurs et des actrices porno de l'époque et qui nous racontaient qu'effectivement, c'était très convivial, très familial et qu'il y avait... C'était tout à fait normal. Elle nous a raconté d'ailleurs que en fait, elle avait quitté son chéri, non pas parce qu'il tournait avec d'autres actrices, mais parce qu'il en avait invité une à dîner. Et que ça, c'était choquant pour elle. En fait. Non, mais il y avait une insouciance, il y avait une joie de vivre absolument incroyable. Elle est super, Camille Raza aussi, la fille dont on tombait amoureux. Elle est magnifique, elle est fraîche, elle fait ça gentiment, quoi. Il y a pas de vice, il y a pas de... Oui, puis ils sont, comme je disais, ils sont tous vraiment humains. Et c'est vrai que Cédric, il a cette qualité de... Moi, j'avais fait La prochaine fois, je viserai le cœur avec lui. Ouais. Et il a, même sur un personnage comme ça, qui était un serial killer, enfin un gendarme tueur en série, on arrivait à le rendre touchant. Et là, tous les personnages sont attachants, ils sont tous quelque part un peu au départ paumés. Et ensemble, ils font quelque chose. Et je trouve que c'est assez représentatif de... Enfin, la nostalgie qu'on peut avoir de cette époque-là, où on est de plus en plus dans une société aujourd'hui qui se regarde le nombril et qui est seule, où on a des mecs qui font des films chez eux sur leur ordinateur et puis des spectateurs qui regardent les films en cliquant sur un lien. Et on est tous de plus en plus seuls dans notre truc. Et là, ça remontre à quel point vivre ensemble, c'est quand même assez important, quoi. Bah oui, le dernier cinéma porno, le Beverly, vient de fermer. Le petit marchand de Kleenex à côté était obligé de fermer aussi, évidemment. Alors, il y a quand même un problème que vous risquez d'avoir, Guillaume, c'est que les filles qui jouent dans ces films ne sont pas présentées comme des victimes. À une époque où on aime bien présenter toujours les escortes, les prostituées comme des victimes, quoi. Il faut que ça soit triste, il faut qu'il y ait un problème, etc. Et ces gens-là ont l'air de vraiment s'amuser, de prendre du plaisir. Est-ce que c'est politiquement correct? Est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire emmerder par les féministes? Non, parce que c'est un témoignage d'une époque. On relate simplement une époque. On va pas mentir sur, on va pas transformer la réalité. C'était comme ça. Ouais. Et ça raconte pas la période d'aujourd'hui. Il y a eu pas mal de dérapages sur le tournage. Tu veux nous en parler ou... Non, mais je peux te dire par exemple qu'on était persuadé avec Gilles qu'on allait être émoustillé par le fait d'être avec des filles nues sur le plateau. Et en fait, on était comme de couillons le premier jour parce qu'on était un peu surpris, quoi. Alors Michel, vous savez que si vous continuez à fréquenter ce mec-là, vous êtes obligé de passer vos vacances au Cap Ferret et à regarder qui il y a quand même. Vous avez... Bah oui, vous savez ça quand même. Mais j'aime pas les vacances, moi. Ah ben ça tombe bien. Alors vous êtes donc au cinéma avec Guillaume Canet, vous êtes avant tout un homme de théâtre. On vous retrouve en ce moment au Théâtre de Paris dans le Fric-Frac d'Édouard Bourdet, que vous mettez en scène également. Vous incarnez Joe, qui est un délinquant un peu loser, ami avec une prostituée, Loulou, jouée par Julie Depardieu, le rôle de Arletty en 1936, à la création de la pièce d'Édouard Bourdet. Et vous décidez d'arnaquer Las Palais, qui est un employé de bijouterie. Donc déjà, ça promet. C'est pas vous qui jouez Loulou? Non. Pourtant, vous adorez vous travestir quand même. Ouais, mais je suis trop moche, non. Loulou, il fallait qu'elle soit sexy. Donc... Ouais. Non, Julie a une évidence dans ce rôle formidable. Ouais. C'est dur de passer après Arletty. En fait, elle fait avec le style de la pièce, mais sans copier. Non, c'est formidable ce qu'elle fait. En vous regardant femme, quand même. Magnéto, Serge. Merci. Non. Ce que vous me donnez est immense. C'est la quête de toute une vie. Et à travers moi, c'est la grande famille du théâtre que vous honorez. Et je voudrais bien sûr remercier Madeleine Sologne. Madeleine, si tu es dans la salle, pardon. Ce n'est pas mon Molière. Ce n'est pas mon Molière, non, bien sûr. C'est le Molière de toute l'équipe qui a travaillé. Avant de toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. Quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore.
très heureux de vous avoir sur mon plateau. Michel Faux est un génie. Zen, soyons zen. Alors vous dites, le travestissement fait partie de l'histoire du théâtre, c'est le kabuki, c'est le théâtre élisabétain, et dès l'Antiquité, dans les pièces de Plaute, les femmes étaient jouées par des hommes, donc c'est pas nouveau. Oui, oui. Et puis après, au 19e siècle, c'était les femmes qui jouaient les jeunes hommes. Hamlet, Lorenzaccio, c'était joué par des femmes. Alors vous reprochez à notre époque son manque d'extravagance, et vous dites, les jeunes comédiens jouent tous un peu comme à la télé ou au bureau. Vous avez raison. Non, même les vieux aussi. Hein. Les vieux aussi. Oui, il y a un peu... tout le monde joue un peu pareil, en fait. C'est ça. Alors que je pense qu'il n'y a pas un jeu qui est plus légitime que l'autre. Il y a des notions de style. Mais il n'y a pas un style qui est plus légitime. Vous devez aimer Canet, parce que lui, il y va à fond quand même. Hein. Oui, et puis il a de l'audace, et puis il a de la fantaisie aussi. Beaucoup, exactement. Mais il n'est pas très intelligent. C'est pour ça. Bien de le rappeler souvent. C'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait. C'est un enfant, Guillaume. Hein. Un bel enfant. Alors vous passez sans cesse d'un répertoire à l'autre. Vous dites, n'appartenir à aucune chapelle est un combat. Ah oui, je me sens un peu seul, mais je pense que c'est... Albert Camus disait qu'on est toujours seul, donc je pense que c'est le lot de l'artiste. Mais en effet, j'arrive encore à trouver des producteurs et des comédiens qui m'accompagnent pour faire des spectacles, donc pour l'instant, ça va. Vous avez une réputation d'ovni un peu dans le métier. Ah oui, il y a des gens qui me supportent pas, oui, mais comme disait Sacha Guitry, être aimé par tout le monde, c'est être aimé par n'importe qui, donc j'ai pas envie d'être aimé par n'importe qui. Alors, il pourrait faire les grosses têtes. Ah oui. Ça, aux grosses têtes, c'est gagnant. Hein. Il pourrait tout faire. Ouais, il peut tout faire. Vous dites, je suis dadaïste, je suis contre le goût du jour. Oui, c'était ça les dadaïstes. Ouais. C'était magnifique ce mouvement dadaïste. Ouais. Et dès qu'ils ont été récupérés, dès qu'ils sont devenus un mouvement artistique, ils n'étaient pas contents. Parce tu aimes le dadaïsme aussi, toi, en tant que cavalier. Oui. J'ai pas osé la faire. Laurent Baffy, qu'est-ce que tu veux faire? Les cons, ça ose tout, hein. C'est ça qu'on les reconnaît. Et maintenant, mesdames, messieurs, Gérard Darmon, rebonsoir. Bravo. Ça fait 8 ans que je ne l'ai pas vu dans une de mes émissions. Vous vous doutez bien à quel point je suis ému. Gérard, vous êtes ici ce soir pour L'Ordre des choses, une pièce de Marc Fayet, mise en scène par Richard Berry, que vous jouez avec Vincent De Sagna et Pascal Louange à la Michaudière. Alors, le pitch, il faut quand même vendre la pièce, hein, c'est un peu le principe. Rien à vendre, mais alors... Shopping. Voilà. Alors, vous avez 60 ans. Je vous ai dit 70 tout à l'heure. Non, mais pardon, dans la pièce, est-ce que c'est difficile de jouer un homme de 60 ans? Pas du tout, non. Pas du tout, ça vous le faites très bien. Oui. Vous êtes marié avec Pascal Louange, donc comme Richard Berry, en fait. Exactement. Exactement. Et un jour, vous et votre femme voyez débarquer Vincent De Sagna, donc, qui a l'âge de votre femme. Et il affirme, test ADN à l'appui, qu'il est votre fils. Oui. Et là, il y a 2 problèmes. Ça, c'est le pitch. Je fais bien le pitch, là. Impeccable. Et il dit, il y a 2 problèmes. Ça fait 10 ans que vous essayez de faire un enfant à votre femme et que vous ne le faites pas. Non. Donc, elle pense que vous êtes stérile. Oui. Et là, il y a votre fils qui débarque. Premier problème. Deuxième problème, votre fils en pince pour votre femme. Oui. Et là, il y a cette réplique culte. Donc, parce que je suis ton fils, je n'ai pas le droit d'être l'amant de ta femme. Qui est quand même pas mal de... C'est à quoi je réponds, non. Pas mal trouvé. Alors, c'est très bien écrit. Oui, c'est très bien. C'est très bien mis en scène par Richard Berry. Vous avez découvert, en fait, Richard Berry. J'ai découvert un grand metteur en scène. Ben oui, un très bon metteur en scène. Parce qu'il est pédagogue. Grand pédagogue, absolument. Il est bienveillant, il est patient, il a beaucoup de qualités, en fait. Exactement. Ouais, non, mais exactement. c'est sûr. Et donc, c'est un bonheur, j'imagine. C'est un bonheur total. Et ce genre de pièces, j'avais pas l'habitude trop de les jouer très légères comme ça, et qui en même temps véhiculent une espèce de discours plutôt. Oui, parce qu'il y a des thèmes comme la stérilité, la PMA, tout ça, mais c'est traité avec beaucoup de légèreté. C'est très moderne. Voilà. Oui. Et alors, il y a une bande-son d'enfer, ça plairait beaucoup à Thomas, parce qu'il y a Jimi Hendrix, AC/DC, enfin... Et AC/DC, tout ça. Non, mais voilà, là, on vous voit jouer de la guitare, un peu comme un vieux rocker, quoi. Je lui ai dit, on est très peu à jouer de la guitare, comme On regarde à quoi ça ressemble, Magnéto, Serge. Et sinon, les trucs que t'aimes, là, juste pour voir. Alors, j'aime bien le tennis. Eric Clapton, Jimi Hendrix. Yes. Les jeans délavés et ta femme. Pardon?
Le tennis. Non, je sais, j'ai entendu ça. Et Eric Clapton, Jimi Hendrix. Non, mais à la fin, à la toute fin. Hein. Ah, ta femme. Ah, pile mon goût. Pile ton goût? Pile mon goût. Pile ton goût. Vous n'essayeriez pas de me draguer par hasard? Un peu. Vous avez quel âge, Thomas? Pourquoi? T'es malade. Pour voir si ça peut coller. Non. Ça colle tout à fait, je vous le garantis. Oui, mais là, non, tu peux pas, tu vois. Bah pourquoi, puisqu'on a les mêmes goûts? Oui, écoute, on peut partager des choses, mais ça, non. Alors, excuse-moi, mais je trouve ça particulièrement discriminatoire. Parce que je suis ton fils, je peux pas être l'amant de ta femme? Mais t'es dingue ou quoi? Mais c'est ta belle-mère, je te dis. Alors, c'est drôle parce que c'est la bande-annonce qu'on a faite juste avant de répéter. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus du tout dans ce mood-là. C'est ce que je disais à Thomas. C'est comme si on faisait écouter un piano-voix comme ça par rapport au résultat ou une répète, quoi. Mais ça donne déjà, la bande-annonce est très bien. Alors, c'est une pièce sur la paternité. Vous qui êtes un jeune papa, j'imagine que ça vous parle, en fait. Je suis un jeune papa, je suis un vieux papa. Je peux parler de la paternité parce que j'ai été papa à 20 ans, puis entre 40 et 50, et après à 69. C'est dingue. Vous avez... année pédiatrique. Pédiatrique, joli. Bon, vous êtes un jeune papa. Et vous dites, on accueille mieux un bébé sur le tard qu'on l'accueille à 20 ans, c'est sûr. Ben voilà. Donc j'ai dit une espèce de Pour banalité. une fois, c'est un truc super. Alors, évidemment, on a le même âge. Hein. Je pense que vous êtes un peu plus âgé que moi, non? Je suis né en janvier 49. Voilà, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. C'est comme ça, ça arrive. Alors, vous dites quand même à propos de votre âge, vous savez, il m'arrive de gamberger, je pense à après. Mais je me dis qu'il y a des gens autour de moi, sa mère, ses frères, ses sœurs, qui prendront le relais. Quand on a 69 ans et qu'on a un bébé, on se dit combien de temps je vais la voir grandir et elle va en même temps me donner l'énergie pour. Et puis par cette espèce d'insouciance qui parfois nous caractérise, on se dit c'est comme ça, c'est le ciel qui a parlé. Moi, ça fait 20 ans que je vis avec cette femme. Le ciel. La Picarde. La Picarde. Christine. Elle est toujours dans ma vie. Mais c'est fou. Voilà. Vous avez été fidèle avec elle, hein? Oui. C'est bien. Bravo, Christine, parce que moi, je le connais. Hein. Alors, vous avez donc une fille de 1 an, une fille de 50 ans, une fille de 24 ans et un fils de 21 ans. Question paternité, vous avez été gâté quand même. Hein. Et tu les confonds pas parfois? Non, mais votre fille est née à 50 ans de plus que votre fille cadette quand même. Oui, c'est aberrant. Mon petit-fils a 1 an de moins que mon fils. Ah oui, c'est surréaliste. Une espèce de bordel. Dans le jeu de cette famille, il y aura beaucoup de pioches. Voilà. Ouais. Je peux dire une chose quand même, Gérard Darmon, vous êtes né un 29 février. Oui. Donc votre anniversaire, c'est tous les 4 ans. Oui. Ce qui fait que vous avez 17 ans et demi, en fait. Exactement. Vous savez ça. Je peux encore en faire 17 ans pas et mal. demi. Oui. Vous êtes bisextile? Oui. Oh, tu m'as fait peur. Non, j'ai pas dit bisexuel. Oui, pas passer loin. Hein. J'ai compris, oui. Absolument, je suis bisextile. Bisextile. Oui. Quand j'étais môme, ça me perturbait parce que j'avais l'impression d'être né un jour qui n'existe pas, quoi. Ouais. Tout le monde avait son anniversaire autour de moi. Tes parents sauf... faisaient quand même l'anniversaire tous les ans. Oui, mais le vrai gros anniversaire, c'est le 29. Ah, voilà, oui, c'est ça. Et en même temps, ça lui donnait sa valeur, tu vois. Gérard, je suis très heureux de vous retrouver. Merci Thierry. Vraiment, sincèrement. Et maintenant, Gérard, on va faire un shopping bébé. Voilà. Alors, est-ce que vous avez besoin de ça? C'est fait. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un baby, je sais pas. Un transat. Je sais pas. Quoi. Un T'as dit transat. quoi? Oui, vous avez des enfants? Un transat. Et tu fais quoi là-dedans, Gérard? Tu te relaxes, tu regardes la télé? Et ça s'appelle comment, ça? Mais ça s'appelle un lit... oui, le lit pliant, merde, là. attends, un lit comment? Le baby pliant lit. Le lit parapluie. Oui, ouais. Ça s'appelle comment, ça? Mais si, un baby cook, un pèse personne. Non. Une voiture, un chauffe... un truc de stérilisateur. Oh oui, un stérilisateur de biberon.
Il pouvait pas connaître, il a eu 5 enfants. Ça, je connais moins parce que ma femme allait. Ah oui. Ah, la picarde alerte. La picade allait. Ouais. Attention, et ça, là. Et ça. Oh, que c'est mignon. Que c'est beau. On dirait Robert Ménard, c'est trop mignon. Petit doudou. Oui, un petit doudou lapin. Oui. Et ça, maintenant, là. Oh. Eh ben, un mobile. Oui, un mobile musical, oui. Ça, c'est le manège de Mimi Mati. Remettez la bonne photo. Et ça. Une petite poubelle à l'ange. Oh oui. Bravo. Comment ça va? Ça va très bien, j'étais dans ma loge, je suis venu un peu en avance et je pensais à nous. Ouais. Et nous, en chiffres, tu sais ce que ça donne, nous, en chiffres? Non. Ça fait 28 ans de collaboration, Thierry. 632 émissions, 2700 heures d'enregistrement, plus de 5000 coupes de champagne, 11 kilos de bœufs, 11 kilos, 400 filles baisées dans le public, 32 plaintes pour viol, 4 mariages, 1 enterrement, 300 invités partis fâchés, 28 procès et 13 coloscopies. On est bien tous les deux, non? On est bien. C'est marrant quand t'arrives, là, que je te vois arriver sur le Tu veux pas studio. qu'on se mette tout nu? Ce soir? Alors, c'est un couple, ils viennent de faire l'amour, et la fille, lui, il dit alors, ça t'a plu? Elle fait non, c'est nul. Franchement, tu baisses comme un lapin. Il dit, mais attends, tu peux pas me juger en 10 secondes? En hommage à Michel Blanc et Noémie Lenoir, on va faire un hardy quiz. Quand ils sont morts? Couleur. Le winner aura droit à un éloge de la part de Thierry Ardisson. Le loser aura droit à un éloge, mais par Laurent Baffy. Aïe, Eh oui. Alors, testez vos buzzers d'abord. On m'appelle le Très bien. Ah, pas mal. À toi. Et puis poulet. À toi. Noémie, il faut que tu appuies. Santana. Quand vous pensez avoir la réponse, évidemment, vous appuyez sur votre buzzer avec toi et vous répondez. Je peux me mettre avec Baffy? Oui. Oui, des capotes, amenez-moi des capotes. Premier âge. Petite taille. Petit. Ah, Paris est un village, hein. Vous êtes prêts? Comment s'appelle le peintre qui ne peint qu'en noir? Apaise, réconforte, console ou soulage? Soulage. J'ai appuyé en même temps que lui. Ça commence pas. Ça commence. C'est des... Là, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi Néron adorait-il la couleur verte? Parce que sa mère portait une bague en émeraude, parce qu'il aimait courir nu dans l'herbe, parce qu'il était né un soir de lune verte, ou parce qu'il adorait manger des poireaux. Parce qu'il était né un soir de lune verte. Non. Parce que sa mère portait une bague émeraude. Non. Je sais pas. Oh là là, ça... Bah, dis, il adorait courir nu dans l'herbe verte. Non. On vient de dire non. On a tout fait. Mais non, vas-y, Michel, il en reste une. C'est une victoire. Il adore Michel, prends-le le point. Prends-le le point, oh. Michel, tu t'en fous. Poireau, bravo. Michel Blanc. C'était pas facile, Michel. Non, mais moi, je n'ai pas. Je ne triche pas. Voilà. Il était dingue du vert, Néron était dingue du vert. Dans les jeux du cirque, il soutenait toujours les curies vertes au détriment des bleus. Et il avait une collection d'émeraudes. Et Néron adorait le vert. Je comprends pas, parce que Michou adorait les poireaux et il est en bleu. Bah, oui. Il n'y a pas de logique dans cette histoire. Pourquoi les blouses des chirurgiens sont-elles vertes? Parce qu'Ambroise Paré a lancé la mode en 1550, parce que c'est la couleur qui fait le mieux ressortir le son, parce que le vert est la couleur de l'espoir, ou parce que blanc, c'était trop salissant. Je frappe comme un dingue et ma musique ne sort pas. Noémie. Parce que Ambroise Paré a lancé la mode. Non. T'as pas vu, j'ai frappé 3 fois. Parce que c'est la couleur qui fait le plus ressortir le son. Eh bravo, Michel Blanc.
Michel Blanc marque un point, là. Et il faut te réveiller, là. Ben ouais. Alors, là, c'est facile. Attention. De quelle couleur sont les boîtes noires des avions? Orange. Ouais, orange. Non, mais ça marche pas, mon truc. Je persiste à dire que ça marche pas. Mais quand quelqu'un a appuyé, non. Fini, faites le premier à appuyer. J'ai été le premier. Non, je suis de très mauvaise foi dans les jeux. Parmi les tableaux suivants, lequel n'a pas été réalisé par un enfant de moins de 5 ans? Celui en haut à gauche, je pense. Bravo. C'est un tableau de colloque. Bravo, Michel Blanc. Et en fait, les autres ont été faits par des gens de l'âge de 2, 3, 4, 5 ans, effectivement. Donc, on en est où, là? Blanc prend la tête. Malgré le trucage des... Enfin, bon, bref. Bon. Quelle maladie n'existe pas? La fièvre bleue, l'acné rose, la mycose violacée ou le syndrome du schtroumpf argenté? La mycose violacée. Bah, comment tu sais ça? Je l'ai eu 3 fois. C'est vrai. Le syndrome du schtroumpf argenté... Ça, c'est hallucinant. Mais ça existe, hein, c'est une maladie qui s'appelle l'argyrisme et qui est provoquée par l'absorption d'argent colloïdal. Ça m'arrive souvent et j'ai jamais ressenti de symptômes. Très étrange. Attention. Là, c'est vraiment une question de rapidité. Donc, Lebguil est exclu. Citez-moi un personnage de fiction avec un nom de couleur. Je perds le Black Panther. Oui, Black Panther. Est-ce que c'est un père? Il y avait le petit chaperon rouge. Il y a aussi Barbe Bleue, le petit chaperon rouge, Blanche-Neige. Voilà. On est à égalité, donc, le Super Banco. Vous êtes prêts? Quelle est la couleur la plus populaire dans le monde? Le bleu, le rouge, le vert, le noir, parce que noir, c'est noir. Le bleu. Ah ben non, ça n'arrête pas de taper depuis le début. Bah oui. C'est le bleu. Le bleu. Mais comment vous savez ça? Mais parce que je le sais. Bah oui. Ah ben, la réponse, c'est Michel Blanc, là. Pardon? Non. J'ai pas entendu. Alors, les spectateurs seront témoins. Et pourquoi? Michel Blanc a droit à l'éloge, et l'anti-éloge sera pour William. Ah, Michel, quoi de plus naturel que de faire l'éloge de l'acteur le plus culte du cinéma français? Culte parce que vous êtes la coqueluche des Français. Et je dis pas ça parce que vous êtes hypocondriaque, Michel. Il n'y a pas un Français qui ne pense pas à vous lorsqu'il prend le télésiège pendant ses vacances au ski. Ou lorsqu'il effleure du pied une touffe d'algues sur la plage en été. Pas un Français qui n'ait une pensée émue pour vous lorsqu'il se prend un râteau alors qu'il pensait lui aussi que sur un malentendu, ça pouvait marcher. Culte, Michel, parce que vous avez su sublimer le rôle du loser magnifique au physique pas facile pour en faire un héros que des générations et des générations de Français n'oublieront jamais, Michel. Michel, vous savez que les Français vous aiment tellement qu'ils pourraient tout vous pardonner, même les bronzés 3. Et ça, c'est une preuve d'amour. Vas-y, maintenant, fais l'anti-éloge de William Lebguil. William, c'est une carrière naissante qui démarre grâce à une présence inouïe, un sens de la promotion à toute épreuve, une répartie désarçonnante. Et il prouve à lui seul qu'on peut allier acting et drogue douce. William ne fera rien de sa vie
Il le sait. Mais tant qu'on ne parle pas de son micro-pénis, il est heureux. Allez voir William. Alors on commence avec Elie Moon, le chantiste d'abord. Chantiste, oui. Le chantiste, votre nouvel album s'appelle Des paroles en l'air. Il sera dans tous les bacs le 28 septembre. Alors c'est beaucoup moins bossa, il y a un côté bossa, mais c'est plus jazz quand même. Hein. Ouais, c'est un peu plus jazz. Bah, en fait, c'est des, moi je trouve, c'est des jolies mélodies, c'est des ballades. J'aime bien la mélancolie. Mais pas la mélancolie où on se met une balle dans la tête et on achète une corde, etc. Hein. Mais la gentille mélancolie, on va dire. Vous dites, je retrouve les balades. Il y a quelque chose à dire, Jonathan? Non, je suis en train de parler avec bien sûr. Mais faites, je vais te demander déjà de fermer ta gueule avec grande politesse. Parce que quand on porte un prénom comme ça, voilà. Alors vous dites, je retrouve le plaisir de faire de belles chansons, de retourner en studio, d'exprimer des choses que je n'exprime pas quand je suis sur scène. Ouais, mais il n'a pas écouté l'album. Qu'est-ce que je viens de te dire? Il est bon. Je viens de te dire... Non, tu as déclaré la guerre. Tu as déclaré la guerre. Quand je pense que j'ai dit que j'avais aimé la pièce. Dis donc, ça c'est les amis. Non, mais vous dites vous-même, je sais que les copains vont se moquer de moi, mais je m'en fous. Ah oui, je m'en fous. Vous dites, si Jamel Debbouze se mettait à chanter des chansons d'amour, je me foutrais aussi de sa gueule. Oui. Non mais je le sais, j'en suis à mon 3e album. Ah oui. Et t'avais dit plus jamais au 2e. Non mais sérieusement. C'était il y a 9 ans. En fait, ça s'est passé d'une façon bête. J'étais dans ma voiture, j'entends un rappeur à la radio. Je trouve qu'il écrit bien, je trouve qu'il chante bien. C'était un peu mélancolique, un peu sombre. Et ça a ouvert quelque chose chez moi. Je me suis dit, tiens, je vais réécrire des chansons. Et j'ai appelé Marc Di Domenico, qui avait fait l'album d'Henri Salvador, Chambre avec vue. Je lui ai dit, tu te rappelles, il y a des années, tu m'avais proposé de faire un disque, faisons-le. Ben voilà. Donc là, tu es en train de nous expliquer que si ça avait bien roulé ce jour-là, on n'aurait pas eu cette merde. Exactement. Mais Elie. Ça, je le savais, normal. Il l'a pas entendu. Alors, mais honnêtement, c'est vrai, les gens vous demandent plus souvent quand est-ce que vous reformez votre duo avec Dieudonné que quand est-ce que vous sortez votre prochain album. Je me doute bien que je suis pas le mec le plus attendu dans le monde de la musique. Oui, mais c'est pas grave. J'ai essayé de faire ça avec une grande sincérité. J'aime le jazz, j'aime l'écriture, j'aime la poésie, j'aime les ballades. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et nous, on vous aime surtout. Et on a fait... Merci Thierry. C'est vrai, vous le savez. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le 3e album d'Elie, on n'est pas à l'abri d'un best-of. Alors, les paroles sont de vous. Oui. Les musiques sont d'Emmanuel Donzella, de Pierre Souchon, et du regretté Hubert Mounier. Hubert Mounier, qu'on aimait tous. Alors je rappelle, pour ceux qui ne le connaissent pas, il faisait partie de l'affaire Louis Trio. Voilà. Et c'était un mélodiste génial. Voilà. Et il m'avait fait une mélodie pour le 2e album que je n'avais pas prise. Et puis je me suis dit, je vais lui rendre hommage. Voilà. Hubert Mounier. Alors la production, vous l'avez dit, c'est Marc Di Domenico, qui effectivement n'est pas n'importe qui. Magnéto, Didier. Je glisse le long de la page blanche et me rattrape au flocon. Il y a tant à dire que je flanche. Au creux de ma main, ça fond. Je me passe toutes les séquences de mon cinéma de minuit. Voilà, c'était Des paroles en l'air, donc il y a aussi le titre de l'album. Il y a une chanson qui s'appelle Mademoiselle Jojo. Oui. Et vous dites dans cette chanson, je me dois de vous expliquer pourquoi je n'ai pas su vous aimer. Donc on comprend bien que ça fait référence à Joséphine. Ah oui, clairement. C'est le prénom, c'est pas le... Oui, le prénom, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans le livre dont on va parler après, il y a encore Joséphine. Oui, oui, je me suis servi forcément de ce que j'ai vécu, contrairement à la demoiselle, qui nous fait croire que c'est le contraire. Alors, on est dans la semaine des prénoms. C'est incroyable, c'est une malédiction ou une bénédiction. Il y a une chanson qui s'appelle Le Prénom. Oui. Le prénom, vous dites dans cette chanson, et ça résoudrait tous les problèmes avec Zemmour, vous dites « ton prénom, ça m'est égal ». Bah oui, parce que vous dites « mon amour ». Bah oui, mon amour, c'est bien pour remplacer un prénom. C'est bien de dire aux gens « mon amour » plutôt que Corinne. Dans mon livre aussi, elle l'appelle mon amour, tout le temps. Ah ouais. Elle l'appelle pas, elle lui dit mon amour. Bah voilà. Il n'a pas de prénom, lui. Vous voyez, voilà. On n'est pas assis l'un à côté de l'autre par hasard. Tout est écrit quand même. Tout est écrit. On va écouter un petit bout du prénom d'abord. Mon amour, c'est comme ça que je t'appelle. Ton prénom, ça m'est égal.
Pas besoin de plus, ma belle. C'est bien. Et il y en a une, alors ma préférée, s'appelle Ravel et Debussy. Ah oui, c'est un... Qui est sur la masturbation féminine. Exactement. Alors, c'est un poème érotique. Ouais. Elle dirige la musique sur sa peau élastique, elle astique, évidemment. Ah. Eh ouais. Elle était étendue sur le canapé lit, les yeux clos, presque nus, Ravel et Debussy. Voilà, Elise et Moon, l'album s'appelle Parole en l'air, c'est vachement bien. C'est dans les bacs le 28 septembre. Et maintenant, on continue le shopping. On passe au livre. Je ne suis pas venu pour rien, je veux dire, c'est un vide-grenier. Ah ouais, là, c'est carrément... J'ai une bagnole à vendre aussi. Alors on passe au livre qui s'appelle Pelouse interdite. Non, non, non. C'est pas un truc sur l'homosexualité. C'est pas un truc de cul, non. C'est pas sur l'homosexualité féminine, Pelouse interdite. Non, pas du tout. Bon, pas du tout. Alors Pelouse interdite, c'est le journal d'un amoureux des plantes, évidemment. C'est vous, hein. Oui. Alors, c'est aux éditions Ulmer, ça sort le 4 octobre pour le coup. On a hâte. Alors le pitch, en fait, c'est l'histoire de votre jardin du Val d'Oise et quelques anecdotes personnelles qui se cachent derrière votre activité de jardinier. On va dire que c'est pas le mode d'emploi pour comment planter. Enfin, je l'ai coécrit avec Didier Villery, qui lui est un grand spécialiste des plantes. Mais c'est plutôt ma vision d'artiste sur le jardin, sur les plantes. En fait, je peux donner des conseils, mais c'est pas mon truc. Non. En fait, je l'ai écrit comme un. Non, mais je l'ai écrit comme un amoureux des plantes. C'est une déclaration d'amour à la nature. Voilà, exactement. Voilà. J'ai pas de potager, j'ai pas de trucs comme ça. J'aime juste les fleurs, j'aime... Comment c'est pas mal. Pas mal. J'ai pas de potager, il dit moi aussi. Ah oui, d'accord. Là, c'est bien. Jean-Paul Rouve, qui est un vrai ami, m'a dit, si vous voulez connaître le vrai Élie, visitez son jardin. Je me dis parfois qu'il préfère les plantes aux hommes. Non, c'est un peu exagéré, mais quand même. T'as failli applaudir, je sais pas pourquoi, toi. Non, mais à la télé, le public applaudit. On partage, lui et moi, l'amour des plantes. Ouais. Mais sur la porte de ses toilettes, il y a marqué silence, ça pousse. Donc tu vois le mec, il était quand même. N'insulte pas un ami. Stéphane Marie est mon idole. Alors, non mais c'est vrai, vous faites un parallèle entre votre potager et votre ex, donc vous aviez un projet commun de faire ce potager. Et vous dites, le potager n'a rien donné, Joséphine est partie, j'étais trop impatient. C'est-à-dire qu'avec les femmes, il faut être comme avec les plantes, il ne faut pas être trop pressé. Ouais, il ne faut pas être trop pressé, c'est vrai. Je suis impatient, j'ai envie de... Parce que je réfléchis vite, j'agis vite, donc... Vous êtes trop rapide des fois. C'est un peu le melon. C'est pour ça qu'elle est partie. Je vais vite, je réfléchis vite, j'ai une idée à la seconde, tu redescends. Ça fait 1 heure que je me... Bon, alors, elle est bon, ça vient plus, Ça fait 1 heure que je me contrôle pour pas te foutre une tarte dans la gueule. Tu n'as rien à faire dans cette émission. Retourne chez Arthur, s'il te plaît. Oh là 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 là, C'est comme ça. C'est ça. Très bien. Bon, attention. Non, vous dites que j'aime mettre les mains dans la terre. Je trouve cet échange physique avec le jardin quasi sensuel. C'est vrai. Je caresse les feuilles comme si je caressais une chevelure. Oui, enfin, là, je vais passer pour un grand malade mental. Non. J'ai un texto de tes voisins. Ils sont très inquiets de te voir nu. À poil. Non, je suis pas le genre à parler aux plantes, mais en tout cas, je suis le genre à... Elle est baisée, quand même. C'est vrai que je le dis. Parfois, même quand il m'arrive malencontreusement de casser une branche ou un truc comme ça, je m'excuse. Bien sûr. Alors, non, le grand ennemi d'Élie, c'est le frelon asiatique. Oh putain, le frelon asiatique qui tue nos abeilles. C'est pas sur ce sujet, parce que là, je suis à cran, là. Les frelons asiatiques, ils sont vraiment... Ils sont tous dans le 13e pour l'instant. Mais... Voilà, c'est ça. Pour combien de temps? Voilà. Et vous aimez tellement les abeilles que vous êtes fait tatouer une abeille sur l'épaule. Ah oui, c'est vrai. Hein? Oui. Est-ce que vous avez d'autres hobbies qui sont tatoués sur votre corps? Il a une ruche sur l'autre épaule. Alors il essaye de faire rentrer l'abeille comme ça dans la... Il y a un truc que je comprends pas. Si vous Il avez... y en a un paquet que tu comprends oui, pas. mais là, je veux dire... Non, mais Élie, si Quoi? vous avez un passe-temps de retraité, qu'allez-vous faire quand vous serez à la retraite? Bah, je suis obligé de répondre à cette question idiote? Non. D'accord, merci. Alors, Louis Bertignac, bonsoir. Alors, Louis, plus personne vous casse les couilles
avec la reformation de Téléphone, puisqu'entre 2015 et 2017, Téléphone s'est reformé. Voilà. C'est en voyant Peter et Sloan que vous avez décidé de vous former avec Jean-Louis, j'imagine. Alors, effectivement, reformé sous le nom Les Insus. Je comprends que vous n'ayez pas le droit d'utiliser le mot téléphone pour des raisons juridiques, mais pourquoi pas smartphone? C'est plus marrant que Les Insus. C'était plus intelligent, ouais. Alors, il y a un téléspectateur qui aimerait savoir quand se reforment Les Insus. Voilà. Ça n'arrête pas. Ça, c'est toute ma vie. C'est quand, alors? Jamais, je crois. Non, c'est vrai? Ouais, je pense. Arrête. Bah, vous n'avez plus jamais rejoué avec Jean-Louis Aubert? Mais si, on va rejouer, on va... Non, mais attendez, on vous aime, nous. Mais moi aussi, je vous aime. Ah bon, d'accord. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Alors, Louis, vous êtes ici pour un album intitulé Origine. Ouais. D'abord, on regarde la pochette. Voilà. On voit qu'il vit avec une petite jeune parce que même lui, il ne range plus sa chambre. Non, mais c'est exactement ça. C'est la chambre de votre femme ou quoi? Non, c'est une fausse chambre qu'on a fait pour l'occasion. Ah oui. Alors, le pitch de l'album, reprendre en français 14 morceaux qui vous ont influencé et qui vous ont construit, en fait, en tant que musicien. Vous avez écrit les adaptations françaises des chansons anglaises ou américaines. Vous jouez de tous les instruments sur cet album. Est-ce que vous l'avez enregistré chez vous? Bien sûr. Dans votre home studio en lisière de la forêt de Fontainebleau? Exactement. Dans la maison qui a appartenu à Didier Lockwood, exactement, qui est un musicien exceptionnel. Qui est décédé il y a même pas un an. Il y a l'âme de Didier Lockwood là-bas. Forcément, ouais. Et vous avez tout fait là-bas tout seul, quoi, avec votre petite femme? Même pas, elle était dans la maison, moi j'étais au studio. Il travaillait. Chaque fois, ouais. J'ai arrêté de bosser pour aller la chercher au lycée. À 4h30, avec son goûter. On regarde à quoi ça ressemble, Magnéto Serge. Et nos projets sont envolés, tous nos rêves partis en fumée. Le voile est tombé, tu vois, c'est fini. Je ne supporte plus de voir nos enfants pleurer à cause de leurs parents. Tu sois ou pas la femme de ma vie, c'est fini. Et voilà, c'est fini. Louis Bertignac. Ça, c'est une chanson de Rod Stewart, ça. Rod Stewart, ouais. Assez récente. Ouais, bien sûr. Alors, c'est un album formidable pour tous ceux qui aiment le rock, qui sont nuls en anglais, parce que vous avez fait des adaptations de toutes ces chansons. Ouais. Il y a une réinterprétation. On raconte ma vie, en gros. Ça ne s'arrange pas dans la vie. En 40 ans, j'ai rien vu. À part ceux qui nous font croire que ça va changer. Ah, ça, c'est une chanson des Who. Qui s'appelle Won't Get Fooled Again. Hein? C'est pas la musique des experts seulement. Non, oui, tout le monde connaît Baba O'Reilly, mais il y a plein de chansons des Who qui sont géniales, genre My Generation. C'est un groupe merveilleux. Dès que je retrouve un mec à mon âge, c'est normal. Il y en a une que moi, j'aurais choisie, c'est celle-là. Je vois notre terre qui tourne à l'envers. Et ma guitare joue le blues. Mais ne sois pas. Ça fait plaisir, bravo. Ça, c'était pompé sur les Beatles. Ouais, c'est toi, t'es le seul. J'ai beaucoup pompé dans ce Guitar Hero qu'on est aujourd'hui. C'est vrai que Harrison, j'étais obligé de la faire. Ouais, c'est génial. Il y a ça aussi. Tu m'as bien allumé, tu m'as bien déchiré, coquine. Tu m'as traîné par terre, foutu ma vie en l'air, coquine. Tu fais mal, tu fais mal, tu fais mal, coquine. Hey, je vais vous dire, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Donc ça, c'est Cocaine, chanté par JJ Cale et Eric Clapton, évidemment. Alors, vous avez appelé ça coquine plutôt que cocaïne, c'est à cause des enfants, non? Non, pas spécialement, mais la cocaïne, c'est pas mon truc. Ouais, c'était plutôt l'héros, vous. Exactement, l'héros et le shit. L'héros et le shit, alors. Mais j'ai arrêté, hein, non, mais bon, je suis trop vieux. Il nous est arrivé la même chose, mon cher ami. Ah. Exactement la même chose. Ne me dis pas que tu t'es drogué. Le problème, pas c'est toi. Quand tu te piques pas, même si tu sniffes,
tu peux attraper une hépatite C. D'ailleurs, je l'ai eu. Mais moi aussi. Ah ouais? Ouais. On n'attrape pas des maladies seulement en se shootant. On peut attraper des maladies en sniffant, parce que la paille, elle passe à tout le monde. Je te le dis, Iris. Ouais. La paille, elle passe aussi. Elle est très concernée. Surtout toi, ouais. Moi, c'est un peu abstrait quand même pour moi, mais c'est bon à savoir quand même. Non, mais c'est bon à savoir, c'est bon à dire. Pardon d'être un peu cru, mais si on met pas de soupule, des fois on peut choper un rhume. Oui, c'est vrai. Allons-y. L'album s'appelle Origine. Ouais. Alors, vous avez jamais eu envie, Louis, de retrouver vos racines je sais pas, vous êtes né à Oran, l'Algérie, tout ça? Pas vraiment. Non, c'est pas mes vraies origines. Mes vraies origines, c'est les Beatles, les Stones, c'est ma vraie vie, c'est ça. Ouais. J'ai joué à Alger une fois avec téléphone. Là, je me suis dit, ah ouais, je serais pas là, je serais pas allé en France à 3 ans, je serais peut-être là comme ces petits gamins en train de jouer au foot ou bon. Mais non. Ça vous a pas quand tenté. même, on s'est fait virer. Hein. Je sais. Donc ça donne pas envie d'y retourner. Oui, ça c'est clair. Alors, votre père s'occupait en fait à Oran de la maintenance des jukebox. Des jukebox et des flippers, des trucs comme ça. Voilà, donc il vous a donné le truc parce que quand il entendait Ray Charles, il vous disait, tu vois ça, ce mec-là, tu vois, c'est un génie, ce mec. Ouais. Et c'est ça qui vous a filé le virus, en fait. Peut-être un peu, ouais, le fait... on a toujours envie de plaire à son papa. Ouais. Mais à l'époque où je me suis mis vraiment à la musique, ça lui plaisait pas du tout, parce qu'il espérait que je serais médecin. Ah bah oui. Et de faire de la musique, et en plus... Docteur Benaïm. Voilà, Docteur Benaïm, pour vous. Je vous ferai un petit prix. Ouais. Il a pas du tout apprécié. En plus, une fois, il m'a chopé en train de fumer avec des potes. Ah ouais. Il a presque pleuré. Il dit, mon fils, qui était un brillant élève, il est foutu, ça va être un clochard. Ouais. Il n'a pas aimé. Et l'avenir lui a donné raison. Non, attends. Mais 10 ans après, il était très voilà, cher. quand vous avez eu du succès, j'imagine que, voilà, il a quand même... Ouais, bien sûr. Ouais. Il m'a dit, j'ai été chez le boucher aujourd'hui, j'ai commandé un truc, quand j'ai dit mon nom, il m'a dit, mais vous connaissez Louis Bertina? Il dit, c'est mon fils. À la fin, il était super cher. Alors, on termine avec, vous l'avez sur le bout de la langue, le blind test. Alors, le thème du blind test aujourd'hui, c'est le bistouri. C'est-à-dire des chanteurs et des chanteuses qui ont eu affaire à la chirurgie esthétique. C'est en hommage, évidemment, à rock'n'roll, évidemment. Vous, Aziz, vous avez dit, j'ai fait du Botox. Donc, vous n'avez jamais... Ouais, j'avais essayé. Voilà, du Botox. Alors, ça devait être très mal fait, parce que je trouve qu'il y en a qui en font et que c'est plutôt bien réussi. Mais moi, j'étais un peu momifiée, alors ça m'a fait peur. Moi, j'ai fait un blanchiment de l'anus, mais je n'en parle pas par pudeur. Il est con, putain, c'est pas vrai. Vous jouez tous... Il est tellement rapide, surtout. Il est fou. Vous jouez tous contre Bafi, hein. Attention, branchez la guitare. Branchez la guitare, entonez les tambours. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Emma. On me dit que nos vies ne valent pourtant Ah, que même, j'ai appuyé, moi. Faut dire. Ouais. Bravo. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait, c'est une légende, regardez-là. Ouais, c'est vrai. C'est con peut-être d'avoir mis Carla Bruni. Oui, elle n'a rien fait. Bon, on continue, on se concentre. Emma. Michael Jackson. Bravo, Zazie. Il n'a rien fait. Très bien. Rapproche-toi à mon client. Un point pour Zazie, un point pour Laurent Baffy. Vous comptez en régie. Attention, Emma. Ah oui, Axel Red. Axel Red. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés sans... J'ai peut-être fait une connerie de la mettre. Mais oui, elle a rien Parce fait. qu'elle a rien fait, en fait. Emma. Imaginez cet été, tout le monde dans les boîtes, tout ça, et tout le monde il va vraiment le DJ. Voici mes Bogdanov, et tout le monde en boit ce qui est Zazie. Bogdanov. Qui n'ont rien fait. Ils ont rien fait. Les frères Bogdanov avec Cyril Hanouna. Oui, eux, je crois que c'est un problème. Ils ont une maladie de... Ils ont la maladie. Je pense qu'ils ont la maladie d'éléphant des os, etc. Oui. Mais ils ont fait de la chirurgie pour essayer de réparer. Oui. Ça n'a pas marché. On voit bien la chirurgie réparatrice, là. Oui. Emma. Ah, cher.
Qui n'a rien fait. They say our love won't pay the rent. For it's earned, our money's all been spent. I guess that's so we don't have. Génial. Magnifique, ça. Ah là là, La chair est faible. Sonny and Cher. Bon, attention, Emma. Oui. Les femmes, où sont les femmes Patrick Juvet. C'est là où on voit à quel point c'est dangereux de s'endormir près d'un nid de frelons. Emma. Régine, c'est là. Michel Faux. À l'occasion, papier chiffon, puis style un soir, papier buvard. Vous consolez, laissez brûler les petits papiers. Un mauvais rhume, une mauvaise photo, et voilà. On se retrouve dans un blind test d'Ardisson. Attention, Emma. Sheila. Oh, Alors, pas obligé. d'où l'importance de mettre une bonne crème solaire. Protégez-vous la peau. Attention, on se concentre. À mon avis, ça va parler à Michel Faux. Emma. Angélique. J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Et maintenant, allez, on se fait un petit super banco. Ouais. Un petit super banco. Donc, celui ou celle qui va répondre à la question suivante aura gagné le blind test et sera obligé de mimer une célébration de foot. Tu sais, quand les joueurs de foot marquent un but, ils font des trucs, des danses et Je crois que je vais perdre, moi, je sais pas pourquoi. Je sens que t'as pas envie de gagner. Là. Attention, super banco, Emma. Earth, Wind and Fire. Ils n'ont rien fait. In the Stone. Attention, on se concentre. Emma. J'étais assise sur une pierre. Ah oui, bien sûr. Sur mon visage. Je ne savais plus comment faire. Eh oui. Ah oui, Ophélie Winter. Voilà. Je me donnais la foi, dans le fond de moi. J'ai tant de cœur, parce qu'il ne m'est pas. Je me donnais la foi, puis je ne. Bon, mais Guillaume, alors comment ça se passe au foot quand on gagne? Vas-y, Guillaume. C'est l'heure de Viso. Comment ça va? Mais bien, et vous, Thierry? Très bien. Bon, comme il n'y a plus l'orchestre et qu'on a réduit le budget, moi j'ai quand même amené... On n'a pas du tout réduit le budget. C'est sympa, ça marche. C'est comme les gréments, mais voilà, c'est en moins efficace. On fait des économies. Je suis content de vous retrouver tous cette saison, vraiment. C'est la deuxième saison. Ça va comment à France Inter, alors? Très bien. Elle se sent plus, Léa Salamé, là, hein, depuis l'histoire de Nicolas Hulot. Dès qu'il y en a un qui vient, il démissionne. Donc, si vous voulez, on attend Macron. Mais... Pas mal. Attention, c'est Viso. Ah, il y a les jingles. Ah, il y a les jingles. J'ai passé l'été à faire des jingles. C'est très bien. Je sais que vous avez passé un bel été, tranquille. Vous êtes restés bien à l'ombre, comme Caris et Booba. Et moi, j'ai passé des belles vacances. Je suis parti très loin et j'ai disparu, comme Redouane Faïd. Et c'est parti, politique. C'est bien, j'aime bien. Ça marche bien. Ah, c'est super. Ça. Je sais pas pourquoi on les a gardés 10 ans, les gréments. L'info de la semaine, c'est la rentrée, évidemment. Et elle n'est pas folichonne pour tout le monde. Ouais, Emmanuel Macron en déplacement à Laval en marge d'une rentrée cauchemardesque, a titré ce journal. Et c'est vrai, il lui arrive que des tuiles. La démission de Hulot, la démission de Flessel, les hésitations sur le prélèvement à la source. Aller à Laval, que des soucis. Et là-bas, il a parlé avec les enfants et il leur a dit «
Professeur, c'est un beau métier et ça sert pour être président. Bon, alors jusqu'à preuve du contraire, on constate que prof, ça sert moins à être président qu'à être première dame. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un point commun entre Macron et Hollande. Tous les deux ont pris une maîtresse. Ça a bossé. Allez, on y va pour la politique française. Marche de mieux en mieux cette affaire. Affaire Benalla. BFM TV diffuse la fiche de paye et le contrat d'Alexandre Benalla à l'Élysée. On apprend qu'il gagnait 7 113 € par mois. On n'avait pas vu un arabe aussi bien payé pour mettre des coups de boule depuis Zinedine Zidane. Ouais, ça, elle est bonne. Ah ouais. Alors c'est vrai, c'est bien payé, 7 113 € par mois, mais pour finir, pour un mec qui était à la fois garde du corps, CRS, bagagiste, agent secret et catcheur semi-professionnel, c'est cadeau. Dans la série Entourage du président, le poste de porte-parole de l'Élysée occupé par Bruno Roger Petit va être supprimé. Alors c'est cet ancien journaliste qui avait tellement léché Macron pendant la campagne qu'il a été obligé de lui inventer un poste de porte-parole muet, très très rare. En tout cas, si vous, chez vous, vous vous sentez inutile dans la vie, pensez à Bruno Roger Petit et après vous vous sentirez beaucoup mieux. Venons-en à la polémique de la semaine. L'école Jean-Michel Blanquer veut redonner du prestige à la langue arabe. Et oui, c'est vrai qu'une langue parlée par 350 millions de personnes dans le monde, elle attendait Jean-Michel Blanquer pour qu'on lui redonne un petit peu de prestige. L'idée de pouvoir apprendre à l'école l'arabe comme on apprend le russe ou le chinois, évidemment, c'était un choix. Alors, à l'extrême droite, ils se sont emballés. Il va y avoir des cours d'arabe obligatoires. Nos enfants vont tous parler arabe. Et c'est quand même marrant de se rendre compte que les premiers à gueuler, c'est ceux qui, en 40, auraient été les premiers à apprendre de l'allemand. Et d'un ministre à l'autre, Marlène Schiappa. À présent, le porno sur Internet. Ça, évidemment, ça touche tout le monde. Et elle va exiger la mise en place de filtres pour empêcher les enfants d'y accéder. La difficulté, évidemment, c'est de savoir quel filtre. Alors moi, j'ai testé avec un filtre Snapchat. Ça marche pas hyper bien, si vous voulez. Schiappa, elle se dit, je vais envoyer des images qui vont s'afficher. C'est pas Marlène, là. C'est le filtre est très très bon, mais c'est pas Marlène. Des images vont s'afficher dès qu'un mineur veut se connecter sur un site porno pour le dissuader d'aller plus loin, et c'est pas mal comme idée. Alors en exclusivité, j'ai ces images. Donc la première qui va s'afficher, pouf, si tu cliques sur ce site, je vais venir chez toi. Et si vraiment ils osent aller plus loin, là vraiment c'est impossible. Avec l'image suivante, si tu cliques, là vraiment c'est radical. Oui, j'ai un orchestre qui s'agrandit au fur et à mesure des semaines. Toi, tu vas toucher de la SACEM. Et hop. Rémi Brical. Il va tout déposer, tu vas voir. Politique internationale, Kim Jong-un offre 2 chiens au président sud-coréen. C'est assez sympa et aussitôt cette annonce faite, Donald Trump, son nouveau meilleur ami, a réagi et a dit « Hey Kim, j'espère qu'à moi tu vas offrir 2 chiennes. » Et c'est vrai que c'est assez sympa, il y a une bonne ambiance. Internationale encore au Pérou, les électeurs d'un petit village ont le choix entre Hitler et Lénine. Alors voilà, c'est à l'air étrange comme ça, mais en fait c'est 2 candidats qui se présentent aux élections dans le petit village de Yungar, qui se prénomment respectivement l'un Hitler et l'autre Lénine avec 2 Z, mais bon, c'est rigolo. Et le maire sortant s'appelle donc en effet Hitler Alba. Non, mais le plus dingue quand même, c'est de voir l'affiche derrière. Il y a écrit Hitler avec un cœur sur le I. On croirait les murs de la chambre d'ado de Marion Maréchal. Et son slogan véridique, c'est « Je suis le gentil Hitler ». C'est pas con. Et ouais, mais c'est pas con, mais qu'est-ce que c'est qu'un gentil Hitler, quoi? C'est un gars qui te met les juifs dans des trains pour les emmener au parc Astérix. On ne sait pas. Première classe. Ou première classe, au moins. On reste en Amérique du Sud. Pédophilie, l'archevêché chilien déconseille aux prêtres d'embrasser les enfants sur la bouche. Voilà, comme ça, c'est clair. L'archevêché chilien déconseille les préliminaires. Science. En Afrique du Sud, des chercheurs ont réussi à donner naissance au premier lion éprouvette. C'est hyper mignon. Et chapeau. Chapeau parce que moi, franchement, j'aurais pas aimé être celui qui était chargé d'aller palucher le papa lion. Allez, judiciaire. Agression au couteau à Paris. On l'a fusillé avec des boules de pétanque. C'était cette semaine. 7 personnes blessées au couteau le long du canal de l'Ourcq. L'homme d'origine afghane a été interpellé grâce à un joueur de pétanque qui lui a lancé une boule en pleine tête. Les Français, faut pas les faire chier, je peux vous dire.
Mais surtout, c'est quand même le summum de l'humiliation pour un musulman de servir de cochonnet. Heureusement qu'il ne jouait pas au ping-pong. Et heureusement qu'il ne jouait pas au ping-pong. Média. Frédéric Lopez quitte Rendez-vous en terre inconnue. Et avoir la tête de certains quand ils ont appris l'info, je peux vous dire, c'était pas facile. Alors là, les Mursis d'Éthiopie font une gueule jusque par terre. Et c'est vraiment bête qu'il arrête. On aurait tous rêvé de voir Didier Deschamps dans l'émission, la tête qu'il aurait fait quand il aurait appris qu'on l'emmenait chez le dentiste. Et champion du monde toujours, le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, condamné pour conduite en état d'ivresse à Londres, une suspension de permis de 20 mois et 50 000 livres d'amende. En apprenant la nouvelle, Franck Ribéry aurait déclaré 50 000 livres, déjà tu m'en donnes un, je me sens largement puni. International. 2 nouveaux seins canonisés par le pape François. Ce sont les 2 premiers et ça a dû lui faire tout bizarre au pape François de se retrouver pour la première fois face à une paire de seins. C'est le jeu, c'est mignon. Tu n'as pas compris. Oh putain, c'est balèze. Ah, c'est long à monter, mais c'est balèze. Quand ça vient, c'est bon. Ah ouais. C'est ce qu'elles disent toutes. Pérou. Un maire élu à pile ou face. Et ça, je peux vous dire, heureusement que Serge Dassault est décédé, ça lui aurait fait un choc de savoir qu'on peut influencer une élection avec une seule pièce de monnaie. Revenons en France. Un ticket de métro nouveau débarque à Paris à partir de ce lundi. Alors on va les voir, comme ça vous avez une idée. À gauche, c'est l'ancien ticket de métro et à droite, c'est le nouveau. Bon, ça n'a rien à voir. Ouais, ça va pas révolutionner le domaine de l'épilation du maillot. Cinéma, chouette information. Les États-Unis préparent un film sur Redouane Faïd. Alors évidemment, la grande question, c'est mais qui va jouer le rôle de Redouane Faïd? Un franco-algérien dont on perd complètement la trace. Je pense que Faudel a les bonnes dispositions. People. Ah, j'avoue, peut-être vous le saviez, vous qui étiez dans le showbiz, mais moi pas. Laetitia Hallyday, Johnny l'avait chargée de mettre fin à l'idylle entre Laura Smet et Doc Gynéco. Dans un livre à paraître sur Laetitia, on apprend qu'elle avait pour mission de séparer Laura, qui était alors âgée de 13 ans, et Doc Gynéco, dont elle s'était entichée, qui en avait 22. Donc apparemment, à l'époque, il n'était pas que gynéco, il était aussi pédiatre. Allez, les brèves! Belgique, c'est chez moi Thierry, on est encore fiers. Hein. Sur une base militaire, un F-16 tire accidentellement sur un autre F-16 et le détruit. Comme je dis souvent aux Français, ça explique un peu pourquoi en 40, les Allemands sont arrivés assez vite chez vous. Voilà, on n'a rien pu faire. Et la dernière, aux États-Unis, Ryan, un jeune homme de 22 ans, arrêté pour avoir eu des relations sexuelles avec le pot d'échappement de sa voiture. Alors, bon, apparemment, la voiture était consentante, hein, puisqu'elle n'avait pas allumé les feux de détresse, mais... Mais véridique, je me suis renseigné, ça existe. Ça s'appelle la mécanophilie. C'est important de le savoir. Alors évidemment, il y a des variantes. Hein. Si vous êtes excité par une Mini, c'est de la pédomécanophilie. Si vous êtes excité par une 2 chevaux, c'est de la zoomécanophilie. Si vous êtes excité par une Lada, c'est de la nécromécanophilie. Voilà. Allez, culture. L'artiste de la semaine, Thierry. Ça va rester, ça. C'est joli, ça, hein? Ouais. J'ai envie, vraiment de m'intéresser à un immense artiste du XXe siècle. Je veux parler de Miro. Non, mais Miro le peintre. T'as compris? Oui, c'est con, mais c'est marrant. Juan Miro, évidemment, dont 150 œuvres sont exposées actuellement au Grand Palais, est né à Barcelone, puis a immigré à Paris avant de retourner mourir en Espagne. Exactement le même trajet que Manuel Valls. Et passé par les influences fauvistes, cubistes, expressionnistes, et il finit par trouver son style onirisme et surréalisme. On va voir quelques œuvres, hein, sans doute vous connaissez, vous appréciez. Il y a des œuvres qu'on reconnaît tout de suite. Voilà, ça, on sait, c'est du Miro, c'est un peu le bordel. On se croirait dans la tête de Nadine Morano quand on lui pose une question d'économie. Mais pour en arriver là, évidemment, il y a eu tout un style qui s'est créé, d'autres œuvres. On va voir celle-ci, voilà, qui est assez mignonne. C'est une peinture qui, sans doute, est un petit clin d'œil à Dominique Strauss-Kahn, puisqu'il s'agit d'une femme de chambre qui montre sa chatte. Et je vous avais prévenu qu'il y avait plus dégueulasse. Je vous avais prévenu. Très bon. Et ici, voilà, une œuvre qui aurait pu être sous-titrée « Bon, est-ce qu'il marche ou pas ce stylo ?» Évidemment, parfois avec Miro, le titre du tableau n'aide pas. Regardez comme c'est joli. Eh bien, le titre exact, c'est
paysan catalan avec une guitare. Et on ne reconnaît ni le paysan catalan, ni la guitare. Et on voit bien les couilles. Voilà. C'est pas entièrement faux. Et voilà, ici, l'une de ses œuvres les plus célèbres, c'est un triptyque magnifique, immense, qui s'appelle L'espoir du condamné à mort. Et on reconnaît vraiment pas le condamné à mort, et on a surtout l'espoir d'un jour y comprendre quelque chose. Et ce qui m'a rassuré, c'est que je suis allé, moi, à l'exposition, et donc j'ai vu, par exemple, un tableau, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a bien voulu représenter? Et je me suis approché, et j'ai lu la légende de l'œuvre, et il l'a appelé lui-même painting, peinture, parce que lui-même, il savait pas très bien ce qu'il avait peint, et donc ça m'a complètement rassuré. Alors, en revanche, il y en a qui sont plus clairs. On va voir celle-ci, voilà, qui est, je pense, un très très beau tableau, et c'est vrai que là, on reconnaît bien que c'est Éric Zemmour en train de gueuler sur Absatoussi parce qu'elle s'appelle pas Corinne. Et c'est vrai. Et je terminerai par la dernière. C'est peut-être mon œuvre préférée parce qu'elle représente. Voilà, c'est l'hommage de Miro à Picasso. Le tableau s'appelle Hommage à Picasso. Et c'est donc un mec qui faisait des personnages tout déformés qui rend hommage à un mec qui déjà faisait des personnages tout déformés. C'est un petit peu comme si Philippe Croison rendait hommage à Michel Petrucciani. Et moi, ça m'a ému. Allez-y, elle est vraiment grandiose cette expo parce que là, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Bravo! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.